émission 670. Cette semaine, Alice, en direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Benoît Mercier au micro et cette semaine en studio s'accompagne d'une équipe dont les membres se disent « Coudon, 2020, on est-tu pris dans un livre de Patrick Sénécal? » Je les présente à l'instant. La première est notre reine rouge, parfois aussi bleue, rose ou même blonde. Marie-Lune Brisebois est avec nous. Salut Marie-Lune. Allô. Ça va très bien. Tes nouveaux cheveux. Merci. Oui. Je voulais matcher Jake. Ah oui, c'est ça. Silver Fox. Yep. Le deuxième se dit « Aujourd'hui, je suis un invité, je serai respecté. » Jake Dion est avec nous. Salut, Jake. Oui, yes! C'est ma journée au mystérieux, yes! La journée où j'ai pas le choix de dire « Monsieur » que vous voyez, Jake. Oui, exact. Vous allez bien, Québec, je suis incroyable. Ben écoute, je le dis souvent à l'émission, hein, c'est ce qui est le fun de nos amis qui font de la bande dessinée puis c'est des artistes, c'est qu'ils ont du talent, fait qu'on n'a pas besoin de faire semblant d'aimer ce qu'ils font. C'est Fait que je t'envoie une fleur. Ben oui. Ben oui. Le dernier notre invité également cette semaine, c'est un prolifique auteur québécois de romans fantastiques, d'horreur, de polar, qui a à son actif de nombreux livres, nouvelles et scénarios. Patrick Sénécal est avec nous. Salut Patrick. Salut. Et merci d'être avec nous. C'est ton deuxième passage à l'émission. Oui, en 8 ans, on calculait ça tantôt. Là, c'est ça. Ça faisait 8 ans que je ne vous avais pas vu. Ouais. La dernière fois, on était beaucoup plus poivrés parce que c'était en août 2012, donc à l'époque de la grève étudiante. Ah oui, hein, c'est à vrai. l'UQAM, dans nos anciens studios. Donc pour les gens qui sont intéressés, c'est l'épisode 277. Mais ça, c'est une autre époque. Ouais. Puis, le pire, c'est que je me rappelle, j'étais pas là à l'émission, mais je l'avais écouté. J'étais comme, il y a donc ben de l'air cool, Patrick Sénécal. Et là, ils m'ont rencontré et il était bien déçu. Les deux, on vous reçoit aujourd'hui, Jake et Patrick, pour parler de l'adaptation d'un de tes romans qui est sorti il y a 20 ans de ça, Patrick, qui s'appelle Alice. Un de tes romans les plus populaires. Jake, ça fait 2 ans que tu travailles sur l'adaptation en bande dessinée. C'est une coédition de Alire et de nos amis de chez Front Froid. Avant toute chose, j'aimerais ça commencer avec toi, Patrick, parce que il me semble que de tous tes romans, Alice, c'est un qui revient souvent dans les préférés de tes lecteurs. Pourquoi est-ce que tu crois que c'est un des préférés de tes lecteurs et lectrices? Je sais pas. Ben, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très ludique dans ce roman-là. Il y a quelque chose de très. Je pense qu'il y a 3 ingrédients qui fait que ça plaît, mais que ça peut ne pas plaire aussi. Mais il est très ludique, il est excessif, puis en même temps, je pense qu'il parle quand même de quelque chose qui est propre à tout le monde, en ce cas, qu'on a tous vécu, c'est-à-dire de devenir un adulte. Parce que l'histoire d'Alice, je pense, ça parle de ça essentiellement, malgré tous les délires, malgré tous les excès du roman, le sexe, le sang, par Wade Don, puis l'humour décalé qu'il y a là-dedans et tout ça. Je pense que c'est quand même l'histoire d'une fille de 18 ans qui devient une adulte. Puis qui voit toutes les désillusions qu'il y a avec ça, mais aussi les responsabilités, puis qui perd sa naïveté, qui perd son innocence, parce qu'Alice, tout le long, elle pense qu'être une adulte, c'est d'être libre, oui, mais elle pense que d'être libre, c'est de dire oui à tout. Elle va se rendre compte que d'être libre, c'est surtout d'être capable de dire non, parce que quand tu dis non, tu découvres tes limites, tu découvres ta personnalité, tu découvres qui tu es, en fait. Puis je sais que c'est un roman qui a beaucoup de succès, qui a eu beaucoup de succès, qui en a encore au presque beaucoup des... entre 16 et 30 ans, là, il y a un noyau dur. Là. Puis, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a bien des gens qui se reconnaissent dans ce rite de passage-là, parce que c'est un peu un rite de passage. Mais en même temps, c'est pas trop drame. C'est pas un rite de passage comme... C'est pas le film d'ado qu'on voit souvent ou que c'est pas pour ado, des fois. C'est ça, là, exactement. Fait que je pense que d'avoir en même temps, oui, ce contenu-là qui est un rite de passage, mais mis dans une histoire complètement flyée, complètement débridée, avec de l'horreur, du sexe, du fantastique, de l'humour, bon, tout ça. Je pense que c'est ce mélange de tout ça qui fait que... Puis en plus, ça parle d'une histoire que tout le monde connaît, qui est Alice au Pays des Merveilles, qui est une histoire qui laisse personne indifférent, puis qui est une histoire qui a tellement inspiré d'artistes. Je suis loin d'être le premier
qui fait quelque chose par rapport à Alice au Pays des Merveilles. Il y a eu des groupes de musique qui sont inspirés d'Alice, Jefferson Airplane avec son fameux White Rabbit. Il y a eu, même dans le film de Matrix, tu as des références à Alice au Pays des Merveilles avec le Follow the White Rabbit au début, puis tout ça. Puis bon, Woody Allen qui a fait sa version d'Alice aussi. Ça a vraiment été des jeux vidéo qui ont été faits à partir d'Alice. Ouais. Je pense, deux gros titres là, qui ont été. Oui, je pense que oui, c'est ça. Fait qu'il y a quelque chose c'est drôle parce que c'est un conte pour enfants, puis en même temps, de tous les contes pour enfants, c'est sans doute le plus pété, le plus. Celui qui suit le moins les règles du conte pour enfants. Parce que moi, à l'université, en littérature, j'avais suivi un cours sur la structure du conte et le prof avait reconnu que ce conte-là ne marche pas, ne fonctionne pas dans ce schéma narratif-là. Et pourtant, c'est le conte le plus connu à travers le monde pour enfants. Alors, c'est une bébite, cette histoire-là, puis j'ai essayé d'en faire ma propre bébite. Là. Est-ce que tu connaissais la fameuse bébite, Jake, avant de travailler avec Patrick? Est-ce que tu étais familier avec le conte? Oui, tu voulais dire quelque chose avant? Oui, c'est ça. C'est que dans le fond, quand que ton prof disait ça marche pas, c'était à cause de la structure du conte? Il disait ça marche pas. Il est admiratif de ce conte-là, mais il disait ça ne fit pas dans la structure narrative classique d'un conte avec l'adjuvant, si ça, la mission du personnage doit avoir une carte. Ça ne marche pas du tout parce que Alice est en terrain hostile tout le long. Tout le monde la fait chier. Tout le monde. Il n'y a personne de sympathique avec Alice. Elle n'a pas vraiment de guide, même ses guides sont... Non, il n'y a personne de gentil avec elle. Puis tout ce qu'elle veut, au bout du compte, c'est sacrer son camp de là. Fait qu'il n'y a pas de suite logique. Il n'y a pas de... C'est à la fin, puis ça finit que ce n'était qu'un rêve en plus, qui est la pire fin qu'on peut faire dans des histoires, mais qui, dans le cas d'Alice, ça fonctionne. Tu sais. Ouais, oui, c'est ça qu'il disait. Il disait, ce conte-là est... Et d'ailleurs, il n'a pas été écrit comme un conte. On sait que Lewis Carroll, il racontait ça à la vraie petite Alice, qui était le précepteur de cette fille-là. Puis à la fin de chaque cours, il lui racontait l'histoire d'Alice, puis il a mis ça bout à bout à un moment donné, puis il a fait un conte avec ça, mais qui était complètement iconoclaste, là, qui était pas... c'est un mathématicien au départ, Lewis Carroll, c'est pas un littéraire. Alors, c'est assez curieux. Je répète à ma question, Jake, est-ce que tu étais familier avec la bébite qui était Alice de Patrick, mais aussi la fameuse histoire de Lewis Carroll? Ben, un peu comme tout le monde, je ne l'avais pas lu, mais j'avais vu le film de Disney. C'était à cause de la culture populaire, je connaissais le roman. C'est avant ça qu'on travaille là-dessus. J'ai vu le film de Tim Burton que j'ai détesté. Non, c'est après, je pense. Après qu'on soit rencontré la première fois, je pense que le film est sorti. Oui, c'est ça. Ouais, c'est après. Puis ensuite, par exemple, quand le projet a commencé à être plus sérieux, je me suis vraiment documenté sur l'histoire de Lewis Carroll parce que j'étais comme, ça serait bon de mettre des éléments cachés un peu là-dedans. Mm-hmm. Puis c'est assez tordu, là. C'est assez fucké, là. Puis tu sais, Patrick, tu fais référence à ça aussi dans le roman, mais c'était probablement un pédophile. En tout cas, il y avait plus qu'un amour de grand frère ou d'oncle. Il n'y a rien qui a prouvé qu'il y avait eu d'abus sexuels, mais on a trouvé des photos comme érotiques des enfants. C'est un petit peu... Il a envoyé une lettre aussi à Alice, la vraie Alice, quand elle s'est mariée, des années plus tard, il lui a envoyé une lettre. Moi, je l'ai lu, cette lettre-là, une copie, évidemment, mais qui dit « Félicitations, ma chère, je suis très heureux pour vous, mais vous doutez bien qu'avec ce que... Vous doutez bien que je ne peux me réjouir totalement de cette union avec une personne autre que moi. » Fait, il y a quelque chose de pas clair dans cette relation-là, effectivement. Mais j'ai appris, par exemple, dans le documentaire, je pense que c'est un documentaire de la BBC, que la première copie du roman, il l'a écrit à la main. Il a fait des illustrations et il a donné. Et cette copie-là, on peut la voir aujourd'hui dans un musée. Puis, tu sais, pour vrai, là, on dirait un artefact magique. Là. Tu sais, c'est comme ultra, tu sais, c'est la super belle calligraphie, tout à la main, avec des illustrations que lui aussi avait faites. Oui, puis il jouait beaucoup avec le format même des mots. Là, il faisait des lettres des fois qui tombaient ou des lettres qui explosaient, des paragraphes qui étaient. Il jouait beaucoup avec ça. C'est pour ça que c'était très difficile à traduire parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent des jeux de mots anglais, le fait que les lettres des mots en anglais faisaient tel dessin des fois. Quand tu lis en français, tu perds une partie de la saveur de l'original, mais bon, en même temps, c'est pas si grave, là, mais oui, ça ne me surprend pas, Jake, ce que tu dis, je ne l'ai jamais vu, le livre, mais oui, ça doit être un objet
qui lui-même est une expérience visuelle jusqu'à un certain point. Ouais. Mais l'affaire qui m'a le plus marqué, puis on avait déjà commencé, mes sketchs étaient faits et tout, mais c'est quand j'ai vu les photos de Alice Liddell, qui est la petite fille pour qui il faisait ça. C'est pas une petite blonde avec des petites bouclettes. Elle ressemble à notre Alice dans la BD. Oui, c'est une petite brunette qui a un regard comme super. Elle a de l'air d'une rebelle. Oui, ça, c'est la version de Walt Disney, là, la blonde. Avec, exact. Fait que juste ça, j'étais comme, hey, c'est weird, c'est pas voulu, mais j'ai comme dessiné plus la Alice originale. Ouais. Mais de tous les romans que tu as écrits, Patrick, pourquoi Alice en bande dessinée? Est-ce que c'était parce que justement il y a un intérêt de la part des lecteurs et des lectrices? Ou... Ben, c'est Jake au départ qui est venu me voir et qui m'a dit lequel de tes romans tu verrais le mieux en bande dessinée? Puis j'ai pensé à Alice parce que je savais qu'un film c'était difficile à faire là-dessus. On avait déjà essayé puis ça allait plus ou moins bien. On aurait essayé plus tard puis ça n'a pas marché. Puis le côté excessif, il y a quelque chose de. Il y a quelque chose, là, je ne veux pas réduire la BD à ça, mais il y a quelque chose de cartoon dans la liste. Il y a quelque chose d'excessif. Il y a quelque chose justement d'éclaté qu'en vrai, il y a quelque chose de très aussi. Il y a quelque chose du manga là-dedans. Ça aurait pu être un manga Alice aussi. Là, on ne l'a pas fait comme ça parce que c'est pas ça qu'on voulait faire, c'est pas notre culture et tout ça, mais on aurait pu. Ça n'aurait pas été surprenant de voir Alice en manga. Là. Il y a quelque chose qui appartient à les cases éclatées. Alice qui rapetisse, qui vient grande, qui rapetisse quand elle prend telle d'autre, puis que. Avec les dessins, avec le visuel, la mise en page, puis Jake a tout compris ça, qu'il faut se payer à la traite avec ça en maudit. Je pense que c'est un de mes romans c'est sans doute de tous mes romans, celui qui est le plus apte à devenir toutes les histoires peuvent donner des bandes dessinées ou des romans graphiques, là, évidemment. Mais celui-là, je me suis dit, si tu n'en as rien qu'un à faire dans ta vie en roman graphique, il faut que ce soit Alice parce que c'est celui que l'histoire et les personnages se prêtent le mieux à ça dès le départ, je pense. Et surtout que c'est sans doute celui qui a le moins de chance de faire un film un jour. Alors, allons-y avec la bande dessinée. Mais déjà, dès 51-50 rue des Hommes, tu pensais déjà à Alice, parce que le personnage de Michel Beaulieu était... Puis là, il y a une référence à la Reine Rouge. Donc, cette histoire-là t'habitait déjà. C'est-à-dire que oui et non. J'étais déjà un fan d'Alice au Pays des Merveilles. Puis j'avais fait de Michel une fan aussi d'Alice au Pays des Merveilles. Je disais, tu vois, comme dans La Reine de cœur, mais elle s'appelle la Reine Rouge, à la place pour tout ça. Mais je ne savais pas que je créerais Alice un jour. Et quand j'ai écrit Alice, quand j'ai pensé à faire Alice au Pays des Merveilles, quelques années plus tard, ma version à moi, là, je cherchais des alter ego de personnages. Et quand je suis arrivé à la Reine de cœur, je me suis dit, bon, ça va être qui ma Reine de cœur? Comment je pourrais... Puis là, je me dis, attends une minute, elle existe. Elle existe. Tu l'as créée il y a 6 ans. C'est Michel Beaulieu. Puis non seulement tu l'as créée, mais à la fin, elle survit en plus. Elle s'en sort. Fait que je pouvais la ramener. Fait que bon, c'est peut-être qu'elle est consciente. C'est un hasard. C'était même pas conscient. Non, c'était pas conscient. Mais ça me travaillait manifestement depuis... tellement que Michel est devenu un personnage qui revient de temps en temps dans mes romans aussi. Là. Il y a quelque chose avec Michel qui continue. Ouais. Alors, est-ce que tu as donné des indications à Jake pour dessiner Michel? Parce que moi, je ne la voyais pas du tout comme ça dans ma tête. Là. C'est propre aux lecteurs et aux lectrices. Mais Jake, tu as tout à fait cerné le personnage qui... Comment vous dites ça dans le roman graphique? Qui sait tout, mais qui n'a pas besoin de le prouver à personne? Je ne me rappelle plus de cette phrase-là. Je paraphrase, là, mais elle a un look de défiance, puis elle sait exactement qui elle est. Elle n'a pas besoin de prouver à personne qui elle est. Ouais. Oui, c'est ça. La surfemme, elle, la définition de la surfemme, elle n'en a rien à crisser comme elle dit. C'est ça. Oui. Mais Jake, en passant, il va en parler plus lui-même en détail, mais il avait lu le roman, puis j'avais dit, Jake, il faut que ce soit une fille qui respire le sexe, mais il ne faut pas que ce soit un pétard standard, il ne faut pas que ce soit une mannequin ou une porn star, comme on les voit souvent. Il ne faut pas qu'elle soit même si belle que ça. Il faut qu'elle soit tellement vulgaire, qu'elle n'ait tellement pas de classe, mais il faut qu'elle dégage quelque chose de très troublant. J'ai dit, bonne chance. Arrange-toi avec ça. Mais pour vrai, c'est le personnage que j'ai le plus travaillé parce que toutes les autres, là, après 1 ou 2 sketchs, on le savait pas mal que c'était ça. Mm-hmm. Puis la reine, là, c'était plus compliqué parce qu'on dirait que, tu sais, en BD ou en tout cas à mon niveau de dessin, c'est très dur capter des genres de contrastes comme ça. Donc, quelqu'un qui est laid, mais qui va inspirer la confiance, c'est tough à faire. C'est bien facile à dire dans un roman, mais c'est pas évident à illustrer. Ouais, puis je me rappelle que mon truc au début, c'est que
j'essaie deux, trois affaires, c'est que je la faisais belle, mais j'y mettais certains défauts, puis là, c'était pas tout à fait ça. Puis après ça, je la faisais un peu plus laide, mais avec des cheveux comme de poupée. Puis Patrick était comme, non, c'est pas ça non plus. Il dit, les cheveux, il faut que ce soit grichou. Puis là, j'étais comme, hey, ça, c'est la pire affaire. C'est l'affaire la plus tough, pour rendre quelqu'un d'attrayant ou de confiant. Puis finalement, c'était à force d'en faire, puis ça a été des semaines et des semaines de sketch, puis le résultat final, moi, je suis content. Là. Je trouve qu'elle ressemble. En tout cas, tout le monde l'imagine différemment, mais je trouve que ça fit avec la description qu'on a faite. Tout à fait, exactement. Parce que oui, le monde peut voir Michel de bien des manières, mais ce que la Michel de Jake, elle dégage, ce que le livre dit qu'elle dégage. C'est ça qui est important, dans le fond. Oui. Elle a l'air assurée aussi. Elle a un regard. Oui. Ce qui est complètement absurde, par exemple, c'est qu'à la Saint-Jean, je pense, l'année passée, j'étais à un party de notre ami Maxime, qu'on parle souvent de lui, des Pic-Bois. Qui est dans la BD, d'ailleurs, en caméo. Qui est dans la BD, comme oui. Nous tous. Ah oui? Ah oui, ben moi, t'as dit, oui. j'ai l'air de pas... Jake, il faut que tu me montres où est-ce qu'ils sont. En fait, je vais y trouver, tiens. Toi, tu ne me trouveras pas. Tu vas retrouver Marilyn, par exemple, mais je suis pas loin. Mais ouais, Marilyn et Ben sont là aussi. Moi, j'ai mis tous mes chums dans partout. Je trouve ça drôle. Ben, écoute, tant qu'ils mettent dans la BD, au moins ils mettent quelque part qui ont du fun. Hein, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, c'est qu'on était dans un party et j'ai rencontré la vraie Michel Beaulieu, celle qui a joué le rôle dans 51-50 rue des Hommes. Ah oui. C'était un hasard parce qu'on a des amis en commun et tout. Mais là, quand je l'ai vue, je me rappelle, j'étais en train de faire cette scène-là de la reine. Puis là, j'étais que, elle ne ressemble plus pantoute à ça, là. Je dis, là, la vraie ressemble plus à Alice qu'à la reine. C'est ça. Pour 50 je me rappelle que moi, Pierrick, on disait la difficulté de trouver quelqu'un qui n'est pas si belle, mais qui est en même temps très belle. C'est sûr que. Comment elle s'appelle? Elle sera maudite après moi, c'est vrai que je me rappelle. Ouais, là, moi aussi, c'est ça, j'ai eu un blanc, là. Attends, je vais aller IMDb ça. Elle est tellement fine en plus. Mais elle est plus belle, c'est une super belle fille, tu sais. Ben oui. Elle est plus belle que la Alice du roman. Elle avait l'énergie, par exemple. Dans le film, elle est très, très bonne. Puis Eric était conscient qu'elle était plus belle. Eric, le Mylène Saint-Sauveur, excusez. Mylène Saint-Sauveur. C'est ça. Elle est plus belle que la Alice du roman, mais Eric, le réalisateur, il était conscient de ça, mais il dit, écoute, Patrick, moi, là, je ne vais pas commencer. Il dit, au cinéma, là, c'est pas évident de trouver la fille qui marche avec ta description. Je pense qu'en dessin, c'était plus simple à faire, effectivement. Mais puis Eric, il dit il faut que le monde soit beau au cinéma. Et Eric, un peu, en tout cas, il pense de même. Il avait le goût de filmer une belle fille, je pense. C'est pas ça contre lui, là. C'est pas ça pour parce qu'on la voit jamais tout nue dans le film, on la voit jamais. C'était pas ça, là. C'est pas ça que je veux dire. Mais il aimait l'aura qu'elle dégageait. Il dit les gens vont être à la fois séduits par cette fille-là et en même temps, ils vont en avoir peur, tu sais. C'est ça qu'il voulait chercher. Il dit là, il commence à trouver une fille qui a des défauts physiques, mais qu'en même temps, il faut que les gars désirent. Il dit ça risque d'être compliqué, tout ça. Fait qu'on est allé avec elle, elle a fait une super bonne audition, puis après tout, c'est ce qu'on voulait, qu'elle soit très bonne. Mais effectivement, elle est plus belle que la Alice qui est dans le roman, mais c'est pas grave. Tu parlais des indications que tu as données à Jake au niveau du look, là, par exemple les cheveux pour le personnage de la Reine Rouge. J'ai ouvert les questions à nos membres Patreon puis Discord pour les Mystérieux Étonnants. Puis il y a Karine qui pose la question sur Patreon. Au niveau de votre gestion de travail avec les deux, parce que vous êtes deux créateurs dans deux milieux complètement différents, ça marchait comment? Est-ce que vous aviez des demandes précises dès le départ ou c'est un travail qui s'est fait au fur et à mesure? Ben, ça ressemblait beaucoup. Moi, je trouve que la manière que j'ai travaillé, ça ressemblait beaucoup à quand j'ai fait les scénarios des films adaptés de mes romans. C'est-à-dire que, comme Jake l'a dit tantôt, il m'a proposé des sketchs pour les personnages. Puis une fois qu'on s'est entendu sur les personnages qui allaient ressembler à ça, les personnages principaux, ben moi, j'ai fait mon scénario qui était divisé un peu comme en scènes de film. Mm-hmm. Mais évidemment, il n'était pas question que je disais, regarde, dans tel case, c'est ça de même. Dans tel cas, oui, case, à un moment donné, dans ce roman-là, case, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il n'y en a pas vraiment. Ils sont là, mais ils sont... fait que, comme quand j'écrivais un scénario pour un réalisateur, je ne disais pas filme ça de même. Moi, le plaisir de travailler avec un dessinateur, c'est de voir comment il va mettre ça en scène, comment il va dessiner ça. Fait que je faisais juste ce scénario.
Puis lui, il me disait, la première fois, il me dit, c'est trop long, Patrick, là. Ça va faire 400 pages, là. Finalement, on a fait quand même pas mal de pages, mais bon, là, il dit. Donc là, on a décidé Lui, il m'a proposé que le personnage d'Andromaque soit moins présent parce que dans tous les personnages importants, c'est celle dont on a le moins besoin pour l'avancée de la quête d'Alice. Elle est quand même là, mais c'est vrai qu'elle l'histoire avec son bébé, tout ça, on a éliminé ça. Ça m'a fait un peu de peine, mais bon, je comprenais qu'il fallait faire des choix, puis c'est correct. À un moment donné, il faut le faire. Après ça, c'est Jake qui me dit, moi, je vais te faire une première comment il appelle ça, là, un premier jet de dessin, là, au brouillon. Puis je vais couper des affaires ici et là, des petites affaires ici et là, mais je te dirai pas, tu sais. Non, il m'a pas dit ça. Il m'a dit, je te dirai pas quoi. Laisse-moi couper des petits bouts de phrases, des trucs de même. Je pense que je suis capable de mettre ça en dessin, tout ça, Et quand il m'a renvoyé ça, je ne suis pas allé lire mon scénario pour voir qu'est-ce qu'il avait coupé puis le comparer. Je me suis dit, moi, le lire, puis si je me rends compte de rien, parce que c'est bon, ça marche. C'est parce que ça marche. Il y a une ou deux places, j'ai fait, oh, Jake, il manque un renseignement important, là. Mais sinon, là, je peux même pas te dire qu'est-ce qu'il a coupé parce que je le sais pas. Parce que ça marche finalement. Ça, c'était une belle journée. Cette fois-là, je m'en rappelle. Oui. Parce que c'était le plus beau compliment que tu aurais pu me faire. Parce que, tu sais, puis ça, je pense, je me rappelle pas si je te l'ai dit, mais j'ai coupé 40 pages. Ah, ben, je te crois que ça va te faire l'équivalent de ça. En fait, c'est ça, c'est que je pense, je t'ai dit, j'ai coupé genre quasiment 40 pages du scénario. Puis quand on s'est rencontrés, tu as fait, hey, tu sais, tu m'avais dit que tu avais coupé quand même beaucoup, mais qu'est-ce que tu as coupé? Tu n'as pas coupé tant que ça. Puis là, j'avais fait, parce que tu sais, c'était juste comme des mots là, des trucs là. Alors, qu'est-ce que ça donne d'aller lire mon scénario? Je ne suis pas un auteur paranoïaque. Là. Il y en a qui auraient fait ça, là, qui auraient regardé tes dessins, Jake, avec le scénario à côté, puis qui auraient cherché toutes les affaires. Mais c'est ridicule faire ça. C'est ridicule parce que ce que tu veux voir, c'est ça marche-tu? La BD, cool. là, est-ce que je me retrouve? Est-ce que je retrouve mon histoire? Est-ce que je retrouve les personnages? Puis c'était ça. Donc, ça prouve que Jake a parfaitement compris, en fait, qu'est-ce qui était essentiel. Tu sais. Puis ça, j'ai une question pour toi, Jake, par rapport à ça. Mais juste avant, Patrick, je te présente Laurent qui vient d'arriver. Oui, Laurent va Laurent. certainement vendre beaucoup de bandes dessinées parce que Laurent est libraire chez Planète BD. Ah, c'est donc, bon, dans les prochaines semaines, ils vont en vendre du Alice, j'espère. Mais justement, ça, c'était une approche que tu n'avais jamais faite avant, Jake. Tu veux dire, tu as vraiment fait de l'édition? Est-ce que ça t'inquiétait? Est-ce que c'est quelque chose que finalement tu te rends compte, hey, je lis ce talent-là parce que ça fait 20 ans que je fais de la bande dessinée? Mais ce qui est hot, c'est que si je faisais pas de la BD, moi, j'aurais aimé ça être monteur de cinéma. Je suis obsédé par le montage. C'est une des premières affaires que je remarque d'un film. Puis il y a des films pourris que je vais adorer juste parce qu'il y a une scène de montage que j'adore. Tu sais. Puis j'avais l'impression de faire ça. C'était carrément ça, c'était du montage, c'était de voir genre, OK, là, on enlève ça, sauf que là, plus tard, ils font référence à ça, fait que si on l'enlève ça aussi, est-ce que le rythme est bon? Puis de tout le temps, genre, vouloir que ça soit fluide, puis tout. Puis pour vrai, moi, ça m'a... c'est une grosse étape, là, mettons, dans ma création de BD. Carrière, ouais. Puis ça m'a donné une espèce de confiance de faire comme, OK, je pense que je suis capable de travailler le scénario de quelqu'un d'autre, fait que ben, ça veut dire que je serais peut-être capable de travailler sur mon propre scénario. Parce qu'avant, j'ai écrit souvent, mais c'était tout le temps des courtes histoires. Mm-hmm. Puis ça m'a comme donné une espèce de... Tu sais, de voir un gros script en survol puis d'être capable de le monter puis de le fignoler de même. J'étais comme, OK, je pense que... Fait que oui, ça a fait une grosse affaire. Fait que merci de trop avoir écrit, Patrick. En même temps, je dis trop écrit, puis c'est ça qu'il faut se rappeler, c'est que Patrick m'a donné une version, je pense, de 160 pages sur 500. Non, fait que tu sais, ce que je suis en train de décrire là, lui, il l'avait fait fois 1000, ce job-là. Oui, mais je savais qu'il en couperait encore, puis c'est normal. Puis un réalisateur de film fait ça aussi. C'est-à-dire que tu peux tomber sur un réalisateur ou sur un illustrateur qui va platement juste reproduire ce que son scénariste lui donne, mais je veux dire, c'est pas très impliqué émotivement. Je veux dire, moi-même, ça me décevrait. Ouais. Moi-même, je dirais, ben là, t'as rien à dire, là. Tu me fais confiance aveuglément de même, puis let's go. Voyons, moi, je veux que c'est un travail à deux, je veux que l'autre mette son input. Fait que non, moi, je m'attends à ça de la part d'un autre créateur, en fait. Il y a une question, Jay, qui vient de Baka sur notre Patreon. Il demande, c'est quoi la partie qui a été le plus difficile à adapter du roman de Patrick ou du scénario, du manuscrit que Patrick t'a donné? C'est
je sais très bien c'est quoi. Puis c'est la scène avec Mickey et Minnie à la fin. Mm-hmm. Je savais pas en tout comment faire ça. Puis c'était quelque chose que j'avais bien gros de la misère à le visualiser puis à le voir parce que c'est ça, c'est que euh, il y a beaucoup de sexualité dans la liste. Il y a de la sexualité positive, il y a de la sexualité le fun, puis il y a aussi de la violence sexuelle vers la fin de la BD. Puis moi, je voulais complètement éviter l'espèce de on check ça, puis on en regarde, puis là, on dessine ça en détail, puis tu sais, c'est Le ça, male ça me. gaze. Ouais, exact. Le male gaze, exactement. C'est ça que je voulais éviter. Puis c'était juste fantastique parce que ça a de l'air morbide ou ça a de l'air glauque un peu quand je le raconte de même, mais pour vrai, ça ne l'était pas du tout. C'était magnifique. Ma blonde est metteur en scène, puis était en train d'écrire un show de théâtre sur le consentement sexuel. Puis dans son show, il y a un viol, tu sais. Puis moi, j'avais lu tout son scénario, puis elle allait, tu sais, être en train de répéter avec les comédiens. Puis j'y avais dit, comment tu la traites, cette scène-là, tu sais? Parce que j'ai ça à faire dans la liste, puis je ne sais pas comment le montrer, le visualiser. Puis elle dit, ah, ben moi, j'ai décidé de. Je le montre pas. J'étais comme, OK, mais là, tu sais, comment je fais ça? Pas le montrer. Puis là, j'ai tout de suite eu le flash de Minnie qui lit le livre. Puis j'étais comme, si tout le long, je dis la caméra entre guillemets, là, si tout le long la caméra focus de plus en plus sur elle qui lit le livre, ça va être une manière de comprendre tout ce qui se passe sans montrer rien. Ça va être juste suggéré. Puis je pense que ça a été le bout le plus tough à faire. Oui, puis Jake m'en parlait, puis je me rappelle je disais, ben non, je suis d'accord avec toi, Jake, moi non plus, je veux pas qu'on montre des détails. Puis même la scène après ça, c'est encore, ça aurait pu être encore pire. Puis, puis même dans le roman, je me rappelle que je t'ai parlé des détails non plus. À un moment donné, elle sauve dans sa tête, Alice, parce qu'elle, tu sais, bon. Mais. Ceci de ce qui se passe là, Oui, pour c'est ça. ça. Puis, tu sais, j'ai écrit ça il y a 20 ans, hein, fait que je me rappelle puis il s'en est passé des choses en 20 ans. Puis il y a beaucoup de choses qui ont changé, puis pour la plupart, dans la plupart des cas, pour les bonnes choses. Puis moi-même, je me suis posé la question, je dis, bon, est-ce que j'écrirai encore ça comme ça? Est-ce qu'aujourd'hui, j'assume d'avoir écrit ça? Est-ce que ça marche encore? Est-ce que c'est. Puis je suis allé relire toutes ces scènes-là, puis je me disais, il me semble que oui, il me semble que ça marche encore, il me semble que c'est défendable, tout ça. Puis je me rappelle que récemment, il y a une couple de mes amies filles dans le milieu littéraire, dont une couple qui sont très féministes, là, puis très engagées là-dedans, des filles de 30 ans, qui l'ont lu, Alice, puis je leur ai demandé, ça marche-tu? C'est-tu correct? Puis ils m'ont dit que oui. Ils m'ont dit que non, ils n'étaient pas mal à l'aise avec ça, puis que c'était. Fait que ça m'a rassuré. Puis là, je dis, bon, à cette heure, comment on monte dans la BD? Parce qu'encore là, avec les mots, on peut être évasif, on peut être. Mais avec une image, bon. Et là, Jake est arrivé avec ses idées, qui m'a demandé ça, puis qui m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? Puis j'étais tout à fait d'accord. Je pense qu'il aurait été un peu affolé si j'y avais dit, non, tu me dessines ça, puis on voit tout, puis je pense qu'il aurait fait, oh, on n'est pas dans le même projet pantoute, là, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Fait que c'est ça, Alice, c'est à la fois très cru, mais en même temps, est où la ligne qu'on devient complaisant ou on devient justement malsain pour vrai? Tu sais, je ne voulais pas faire comme. J'ai un film qui me vient en tête, moi, à chaque fois que je pense à des scènes de viol, qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on peut ne pas montrer, je pense au film Irréversible, que je trouve qui a manqué son coup. Ça, je trouve que c'est une scène. C'est Monica Bellucci qui se fait violer dans un tunnel. Et ça, je trouve ça complaisant. Ça, je trouve ça malsain. Je trouve que là, le réalisateur, il y a du voyeurisme. Il y a du voyeurisme, il y a du male gaze. C'est quoi, male gaze qu'on dit, c'est ça? Comme on disait tantôt. Et à chaque fois, les 2-3 fois que j'ai écrit des scènes d'agression sexuelle dans mes romans par rapport à des femmes, j'ai toujours pensé à cette scène-là en me disant, est-ce que je fais ça? Là? Je suis en train de faire ça, puis pour moi, il ne fallait pas. Puis Jake, il a parfaitement compris ça aussi, fait qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde là-dessus. Là. Justement, tu as écrit le roman il y a 20 ans. Est-ce que tu as eu envie de changer des aspects du manuscrit pour que la transposition de BD aborde pas certains sujets ou certaines scènes ou carrément modifier des angles d'histoire? Ou ça, non, même c'est pas ça, question? c'est ça, je me suis demandé comme question. Puis en même temps, je ne veux pas faire du révisionnisme parce que je trouve qu'à un moment donné, il faut assumer ce qu'on a fait puis que chaque œuvre appartient à son époque. Mais comme on faisait une bande dessinée en 2020, effectivement, c'était bon. Puis côté justement censure ou tout ça, non, je pense que tout ce qu'il y a dans le roman, je l'assume encore, il n'y a pas de problème. Les affaires qu'on aurait peut-être pu changer, parce que c'est quand même une fille forte, Alice, là. Malgré tout, c'est un personnage.
les personnages forts de ce roman-là, c'est des femmes. C'est Alice, c'est Michel, puis c'est Andromaque. C'est quand même les 3 personnages forts du roman, c'est trois filles. Charles est assez loser là-dedans. Là. Oui, il est assez facile. Pédophile, un peu loser, bon, tu sais. Fait que ça c'était le fun. Il y a par rapport à l'époque, mais déjà, Alice est hors époque. Je veux dire, elle arrive dans ce monde-là, puis ce monde-là a comme une logique. Le guichet automatique il est rouillé, il est tout magané. Il crache de l'argent en plus qu'il en donne. Personne n'a de cellulaire. Ben, c'est sûr qu'il n'y avait pas de cellulaire en 2000, ben, il commence à en avoir, mais même là, ils n'en ont pas. Fait que côté technologique, que ce soit déconnecté c'est pas grave, ça. C'est pas grave parce que c'était déjà comme ça à l'époque. Moi, j'ai une question pour tout le monde parce que quand on a reçu les épreuves, Patrick puis moi, on s'était appelés, puis t'es comme, c'est correct, c'est beau, t'es satisfait, puis j'étais comme, oui, puis là, t'es comme, puis là, t'avais fait les modifications que je t'avais demandé, là, puis j'étais comme, oh oui, j'ai tout fait ça, puis là, après, j'ai pensé, il y en a une, j'ai oublié. Puis c'est pour ma question pour vous, c'est que Patrick m'avait demandé de spécifier la date dans laquelle ça se passe. Parce qu'il était comme, sinon, ça va peut-être être weird. Puis ça, j'ai complètement oublié de faire ça. Puis d'après vous, ça se passe en quelle année? Ben, quand vous voyez la BD. Là. Ouais. Elle a le chandail de Nine Inch Nails, puis elle skip le cégep. Donc, j'ai juste assumé dans les années fin 90. Et avec les technologies aussi. Mais... C'est pas mal ça. C'est exactement ça. Moi, je l'ai vu de même aussi, mais je pense que c'est parce que je me suis remis un peu avec la date de publication du matériel adapté, mettons. J'ai commencé à peu près 20 ans, ça se passe fin 90s puis tout. Ouais. Mais ultimement, je pense qu'effectivement, c'est pas tant important parce que ça pourrait être aujourd'hui, ils sont clairement dans un milieu autarcique, là, où justement, je veux dire, s'ils ne retrouvent pas la station de métro, puis tout, ça se peut que les ondes de cellulaire ne passent pas non plus. C'est pas adressé, mais ça serait bien possible. Puis en même temps, il n'y a jamais de scène où on est comme... il y a peut-être les scènes de cabine téléphonique, là, parce qu'elle appelle une couple de fois ses parents. Mais sinon, il n'y a pas de scène où on pourrait voir genre des TV HD ou genre justement des ordinateurs. Il n'y a jamais ça. Fait à Google pas, à faire référence. Non, c'est ça, ouais. Non. Moi, c'est drôle, je l'ai projeté. Puis c'est vraiment. C'est drôle que tu poses la question, c'est subconscient. Je l'ai projeté en 2005 quand je suis rentré à l'université. Parce que j'ai fait un lien mental. Quand moi, je suis arrivé à Montréal, c'est cette époque-là. Elle a fait... Et moi, je viens de Brossard. De Brossard. Donc, j'ai fait le parcours de partir de Brossard pour venir à Montréal. Tu as vécu toutes les mêmes péripéties. Oui, ça, j'allais dire. Non, je n'ai pas vécu nécessairement les mêmes péripéties, malgré que je serais curieux de voir comment Jake me dessinerait dans ces scènes-là. Hein, plus tard. Please don't. Mais, en dédicace, Ben. On va te faire une belle dédicace. Okay. On va payer. On va te donner un petit vin pour ça. C'est pas grand-chose. Mais non, je sais pas, je l'ai associé à mon histoire, le parcours justement de la nouvelle vie, parce que c'est vrai ce que tu disais, Patrick, en début d'émission. C'est aussi le parcours de... Moi, de la manière que, si je peux le résumer vraiment simplement, là, c'est un coming of age fucked up. Ben, j'allais dire, c'est un coming of age trash. C'est exactement ça. Je pense que c'était... Puis c'était pas si conscient quand je l'ai écrit. C'est ça qui est le pire, c'est que plus j'avançais dans mon plan et dans tout ça, plus je me rendais compte que c'est un peu ça que tu es en train de faire. Là. C'est pas juste une histoire... C'est pas juste Alice au Pays des Merveilles version fuckée. Il y a quand même une prise de conscience de la part de cette fille-là qui vit des affaires et tout ça. Fait que oui, je pense qu'au bout du compte, c'est vraiment ça. C'est ça le projet à la base? Je suis comme curieux, là, je sais que ça te ramène 20 ans en arrière. Là, non, c'était pas ça. À la base, c'est-tu Alice au Pays des Merveilles que tu essaies de tweaker, mettons? Oui, au départ, je voulais faire une adaptation trash d'Alice au Pays des Merveilles. Puis ça marche encore, c'est encore là. Et quelqu'un qui connaît Alice au Pays des Merveilles, beaucoup, il va s'amuser beaucoup. Là. Il y a beaucoup de liens qu'il peut faire, puis il y a même des références avec l'auteur, puis les rues des villes, c'est le vrai nom de Lewis Carroll. Puis bon, je m'amuse bien gros avec ça. Mais plus que je faisais le plan, que j'étais dans la préparation de l'histoire, plus je me disais, cette fille-là, c'est quoi sa quête? C'est quoi? Parce que n'importe quelle histoire que tu racontes, c'est ça. Si tu veux juste être fucké pour être fucké, c'est pas intéressant. Le monde va se tanner, puis il va décrocher un moment donné, puis ils s'identifieront plus à personne. Fait qu'il fallait que cette fille-là, Alice, il fallait qu'elle ait une vraie quête, il fallait qu'elle ait mais une quête qu'elle ne sait pas elle-même avoir le procès à la fin, dans le fond, là, c'est sa révélation à elle-même. C'est qu'elle se rend compte que
Moi, une des phrases que j'aime le mieux de mon roman, puis que je dis à Jake, je veux qu'elle soit dans BD, c'est quand elle dit la reine lui parle, puis elle dit tu penses que t'es fucké, puis tout ça. Elle dit tu penses que t'es. Je ne me rappelle plus des mots exacts, mais elle dit tu penses que t'es tu penses que t'es fucké, mais tu fais partie de l'équation. Tu penses que t'es différent, mais tu fais partie de l'équation. Tu es prévu dans la normalité. Tu es une rebelle, mais tu es une rebelle qui est prévue dans la norme quand même. Alors qu'ici, dans notre monde, on est des vrais fuckés, on est des vrais rebelles, et elle ne pourra pas vivre là parce qu'elle n'est pas aussi fuckée qu'elle pense qu'elle l'est. Comme bien du monde de 18 ans pense qu'ils sont bien fuckés. Tu parlais de ton Ben tantôt, Jake. Là. Vous pensez bien fucké là, de dire à tout le monde. Mais après tout, c'est quoi d'être vraiment fucké? Puis on veut-tu être fucké à ce point-là? Peut-être pas. Puis moi, j'arrête pas de dire, le monde d'Alice, c'est peut-être le fun d'aller passer un week-end là, mais d'aller vivre là, pas sûr. Non. Parce que c'est vraiment chaotique. Puis Alice, elle va finir par comprendre ça. Oui, je suis un petit peu rebelle, oui, je suis un peu fucké, mais après tout, je vais vieillir, je vais avoir un chum, avoir un bébé comme tout le monde, puis c'est un peu ça que la fin dit. Là, je vais retourner à Brossard. Je vais-tu retourner à Brossard, Jake? C'est ce qui va arriver? Non. Dans ma tête, elle ne retourne pas à Brossard. Oui, c'est ça. C'est peut-être pas nécessaire de retourner à Brossard. Pas jusque-là. Mais c'est un peu comme tu disais, Patrick, au début, que Alice au Pays des Merveilles, dans l'histoire, elle essaie juste de sortir. Elle veut décrisser de là. Oui. Je pense que c'est un peu la différence, un peu la dichotomie avec ta Alice, qu'elle veut rester là, mais qu'elle comprend que c'est pas sa place du tout, puis c'est sa révélation qui fait que c'est sa clé qu'elle peut sortir. C'est ça qui permet d'ouvrir la porte puis de sortir de là. Exact. Ça, il prenait son procès à la fin puis on comprend qu'à la fin, presque depuis le début, que la Reine Rouge a prévu ça. Là. Elle dit, quand tu es arrivé, je t'ai surveillé depuis le début, puis j'ai vu rapidement que tu n'avais pas d'affaires ici, puis fallait que je te le fasse comprendre. Fait que, à la limite, tout ça peut être une espèce d'introspection de la part d'Alice. Autant que le roman finit qu'elle se réveille d'un rêve, autant que moi, je lui ai donné l'impression que, elle aurait pu, à la limite, imaginer tout ça. C'est pas le cas, là, surtout avec le papillon à la fin. Mais j'aimais cette idée-là que c'est, dans le fond, une fille qui réalise, à travers des aventures abracadabrantes, mais imaginées ou pas, que je deviens une adulte et comme tous les adultes, je vais devoir rentrer un peu dans le moule, mais pas trop, j'espère. Jake, j'aimerais ça qu'on parle un peu du traitement visuel de la bande dessinée parce que, les gens qui écoutent peut-être le podcast pour la première fois ne le savent pas. On est des amis dans la vie, tu participes à l'émission, ça fait facilement 10 ans qu'on se connaît. Et je crois que c'est comme ton œuvre. Puis là, tu me corriges là après si tu as l'impression que j'ai pas rapport, mais c'est comme ton œuvre maîtresse. C'est tout ce que, quand je lis la bande dessinée, oui, je reconnais Patrick parce que j'ai lu la plupart de tous ses romans, mais je reconnais ton style visuel, je reconnais tes inspirations, ton temps que tu as passé au Centre-Sud, par exemple. Moi, d'après moi, Yermad a beaucoup inspiré. Alice, Yermad trash. Là. Il y a le cheval blanc dans la BD. Le cheval blanc est là. Il y a des caméos de tes amis qu'on connaît presque tous des 10 dernières années. Tu as été en couple avec quelqu'un qui a fait du burlesque, donc faites des shows un peu à la manière qu'Alice fait dans la bande dessinée également. On dirait que tu es parti de Livni, tu es venu à Montréal. Tu sais, c'est toi, cette bande dessinée-là. Quand tu m'as texté ça cette semaine, je capotais parce que j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais même pensé à ça. Dans ma tête, je faisais un projet vraiment cool, puis c'était de l'horreur psychologique avec un côté onirique, fucké comme j'aime. Mais quand tu as commencé à énumérer toutes ces affaires-là, j'étais que, oh mon Dieu. Ah ouais, t'as raison. Puis même jusqu'à la fin, quand tu dis, puis Alice, le personnage principal, c'est la fille que tu dessines tu dessines depuis 10 ans. Là, c'est ça, là, tu sais. J'ai tout le temps comme dessiné un personnage parce que c'est mon style, tu sais, c'est pas le même personnage dans ma tête, mais tu sais, c'est de la manière que je dessine des yeux, un nez, des lèvres, etc. Puis là, tu sais, ça fitait pour ça. Puis là, j'étais comme, ah ouais, c'était raison. Fait que, tu sais, tant mieux si ça vient comme boucler quelque chose qui, tu sais, ça vient englober un paquet d'éléments depuis 10 ans, tant mieux. Mais tu n'étais pas conscient de ça pendant que tu... Pas en tout, j'ai jamais pensé à ça. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça fort quand tu m'as fait remarquer ça, parce que c'est comme ça m'a même pas croisé l'esprit. Là, Puis un artiste révèle beaucoup de lui dans ce qu'il fait quand il fait quelque chose sérieusement, de toute façon, qu'on s'en rende compte ou non. Je veux dire, c'est par la force des choses, on parle toujours un peu de nous autres, on est toujours influencé par ce qu'on vit au moment aussi qu'on le fait. Je veux dire, c'est
un roman ou une bande dessinée ou n'importe quelle œuvre d'art, dans le fond, c'est très révélateur de la personne au moment où il le fait. Très, 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 je trouve. Puis des fois, ça peut prendre des années que tu t'en rendes compte, effectivement. Là, tu t'en es rendu compte grâce à d'autres mondes qui te l'ont dit. Mais moi, il y a bien des affaires de mes romans que ça a pris des années que j'ai fait ah, mon Dieu, ce que je suis en train de dire là-dedans. Tu vois, Alice, là, quand j'ai eu l'idée d'aller, je venais de déménager à Mont-Saint-Hilaire. Là, on est resté là 13 ans, je suis revenu à Montréal. Mais quand j'ai déménagé à Mont-Saint-Hilaire, j'étais terrifié à l'idée d'aller vivre en banlieue, justement. Puis je pense qu'il y a une peur de ça dans Alice. Je pense qu'il y a quelque chose qui se traduit là-dedans. C'est ça, je vais te demander qu'est-ce que tu penses qu'il y a de toi dans Alice. C'est ça, je pense que j'avais peur de perdre ma liberté. J'avais peur de devenir un bourgeois plate et tout ça. Puis c'est un peu ce qu'Alice a peur aussi. Alice a peur de devenir... Bon, puis je pense que j'ai fait le même constat qu'Alice, c'est-à-dire que, voyons donc, tu peux bien vivre à Saint-Hilaire et être quand même un gars intéressant, puis t'es pas nécessairement un sale bourgeois niaiseux parce que tu vis à... Il y en a plein de monde à Montréal qui sont des bourgeois plates, là, puis ils vivent à Montréal, là. Bon. Fait que, tu sais, je pense que... Mais quand je l'ai écrit, j'ai pas pensé à ça, moi non plus, là, mais je pense qu'avec le recul, je pense que chaque œuvre qu'on fait, on va se rendre compte d'en faire de même, là. On va se rendre compte, ah, mais tiens, c'est bien révélateur de telle chose. C'est ce qui est arrivé à Jake, manifestement, avec la BD, tu sais. Ça me donne tout le temps envie de raconter une petite anecdote. C'est le film Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Oui. C'est un des rares films que Spielberg a écrit lui-même. Puis, on sait qu'il y a comme tout le temps un sous-thème dans les films de ces années-là avec E.T. puis ce film-là du divorce. Puis c'est un peu à propos de ça, même s'il y a des aliens et tout. Puis là, c'est en entrevue, il se fait poser un paquet de questions sur le film, puis là, un moment donné, il se fait demander ce que ses parents ils font dans la vie, puis sa mère est une musicienne, puis son père est un programmeur informatique. Et dans Rencontre du troisième type, c'est la musique et la technologie qui font qu'on crée un lien avec les autres. Puis là, comme si t'as-tu voulu dans ton écriture, puis tu vois Spielberg qui vient de réaliser ça, puis qui n'avait jamais pensé à ça de sa vie. Puis, j'aimerais ça avoir de l'air intelligent et dire que oui, mais j'ai jamais pensé à ça. Fait que, inconsciemment, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires là-dedans. Vous avez juste nommé Yermad puis tout, mais inconsciemment, j'ai sûrement qu'il y a des ambiances, des textures, ces murs qui représentent quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Les gens qui font des analyses sur ce qu'on fait sont souvent beaucoup plus intelligents que nous autres. En tout cas, ils voient des choses beaucoup plus intelligentes que nous autres. Mon premier roman, 51-50 Rue des Hommes, il y avait dans Nuit Blanche, je ne sais pas quel magazine littéraire, il y avait quelqu'un qui avait fait une analyse, puis il disait alors, c'est des gens qui ont de l'air normaux, une petite famille qui a de l'air normal, et c'est pour ça que le personnage, au début, va vers cette maison-là, parce qu'il se dit, bon, m'aller appeler au téléphone. C'est du monde normal qui vit ici, une petite maison coquette, il fait soleil. Puis ça décale va pousser l'ironie tellement loin pour que cette famille de psychopathes-là, finalement, il s'appelle Beaulieu. C'est Beaulieu, la famille Beaulieu. Donc, ça a l'air d'être un beau lieu au départ, un lieu attirant, mais ce n'est pas le cas du tout. J'ai lu ça, j'ai fait tabarnak. Je n'ai jamais pensé à ça de ma vie. Je vais être all right. Je suis très content. J'avais vu le journaliste après, puis j'y avais dit t'es bien fin, là, mais j'ai jamais pensé à ça. Il dit, non, en tout cas, pas confiamment. Fait que, why not? Mais Jake, tu travailles numérique depuis plusieurs années. D'ailleurs, là, tu t'es acheté un iPad Pro qui est rendu ton nouveau bébé. Tu n'arrêtes pas de le montrer à tout le monde. Il est tellement fier. Oui, il est juste à côté. T'as-tu travaillé en numérique pour cette bande dessinée-là? Parce que ça semble être du papier. Ouais, c'est ça. C'est la première BD que j'ai faite à l'aquarelle au complet. Puis ça, c'est dû en partie à cause d'un paquet d'affaires qui est arrivé que, à cause qu'on a fait un sociofinancement, on avait des barèmes très stricts dans les dates. Puis là, au début, à cause de la réécriture du scénario, à cause de le contexte, tu sais, plein de technicalités plates avec à lire et front froid, puis il s'est passé des affaires. Puis là, fait que bref, ça a retardé le projet de 4 mois. Mm-hmm. Mais là, tu sais, vu que tu t'es fait financer, là, tu fais comme, ça me tente pas d'être le gars qui est en retard, tu sais. Fait que là, j'avais dit, OK, je m'étais donné 2 ans, fait qu'il faut que j'ai 4 mois de moins. Comment je fais pour faire des pages aussi belles, mais 2 fois plus rapides? Tu sais? Et c'est ça qui m'a poussé au début à le faire à la main, parce que dans le fond, quand tu travailles à l'ordi, oui, ça va plus vite pour faire des modifications et tout, mais tu as tendance à tout le temps zoomer sur les pages. Oui, je fais ça en Photoshop. Tu es tout le temps en train de... Tu vois pas l'ensemble, puis tu focuses sur des détails que personne ne va voir aussi. Exactement, qu'à l'impression, ça paraîtra même pas. Puis pas juste ça, c'est que c'est niaiseux, mais juste la taille du truc
vu que tu zoomes, ben, c'est comme si tu faisais une énorme page de BD. Tandis que quand tu as une taille fixe, moi, je m'étais acheté du papier là, A4, je pense, là, cartonné. Ben, il y a une espèce de spontanéité qui vient avec ça, puis une espèce de confiance que, tu sais, si tu fais ton trait, ben, tu ne vas pas le refaire 3 fois parce que l'encre est déjà sur le papier. Tu sais. Tandis qu'à l'ordi, tu peux tout le temps le refaire ton maudit trait. Fait qu'il y a quelque chose d'assumé. Puis en plus, avec Alice, ça fitait avec le projet. Je voulais que ça soit sale, je voulais que ça soit, tu sais, c'est ça, je racontais tantôt, on a fait une petite jasette tantôt, Patrick, puis moi, puis j'étais que, tu sais, il y a des moments où j'avais de l'air débile, là. J'avais comme la musique dans mes écouteurs, dans le tapis du gros métal, puis j'étais debout, puis je faisais du dripping sur mes pages. C'était la séquence dans Silence of the Lamb. Non, j'avais pas les gosses cachés entre les deux cuisses. Oh ouais, tu l'as fait, Jake. Ah ouais. C'est drôle, Ben. C'est là que t'es allé tout de suite. C'était pas ça du tout. Moi, je vois des choses que toi, tu vois pas, Jake. Ça a l'air. Patrick le dit. Tout le monde a ses références, hein. Je veux dire, c'est bien correct de même. Ben, il me parle souvent de cette séquence-là. Oui, oui, en plus, hein. Obsession. On va analyser ça. Je vais prendre une question d'une membre de notre Discord, Macafou, qui demande c'est quoi vos parallèles en tant que créateur? Où est-ce que vous vous rejoignez, vous croyez? Donc, c'est une question pour Patrick et pour Jake. Ben moi, quand il m'a montré ses planches, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans une projection de Les 7 jours du Talion en cinéma, puis il est venu me voir, puis il m'a dit j'aimerais ça qu'on fasse un projet ensemble, lequel de tes romans tu penses qui peut être le fun? Puis là, au début, je me disais, c'est qui ce gars-là? Je ne le connais pas. Quel genre de dessin il fait? Pourquoi il est chez nous? En même temps, là, qu'est-ce que tu fais chez nous, toi? Mais là, il m'a montré ses planches, ses projets. Puis là, alors, le premier, c'est ça, la première fois que j'ai senti que je pouvais le rejoindre, c'était quand j'ai vu ses dessins. J'ai fait, OK, ça peut être des dessins d'Alice. En tout cas, je vois qu'il peut faire des dessins, que ça marcherait avec Alice sans problème. Ça, j'ai vu ça assez rapidement. Puis j'avais parlé à mon éditeur en revenant, j'ai dit, hey, je viens de rencontrer un gars, je pense que ça peut être le fun. Après ça, on était allé prendre des bières ensemble, on a jasé, on s'est rencontrés dans des salons du livre plus tard parce qu'il était là pour d'autres projets. Fait que, on se rend compte qu'on est deux gars qui aimons faire la fête, qui aimons jaser, qui aimons prendre un verre. Non. Ça, moi, ça a de la niaiserie, mais ça m'aide. Moi, je trouve ça cool. Parce que j'aime ça être avec du monde qui peuvent autant, quand je travaille sur des projets en création avec des gens, j'aime autant être capable de pouvoir être bien sérieux avec ce monde-là, d'être aussi bien cave. J'ai besoin de ces deux, j'ai besoin de ce pôle-là. Moi, je veux être autant, mes meilleurs amis dans la vie, c'est des gens qui peuvent être extrêmement intelligents dans une conversation, mais on peut être bien, bien épais aussi puis dans la même phrase, des fois. Là, tu viens de décrire le show. Ouais, ben c'est ça. Ben moi, tout ça est bien sympathique pour moi. Mais t'as raison que si c'est juste un, ça marche pas, puis si c'est juste l'autre, ça marche pas non plus. C'est moins le fun, là. C'est ça. Ça va être moins tentant. Fait que dans ces salons-là, oui, on avait pris un coup, tout ça, mais en même temps, on a eu des discussions sérieuses sur nos références, les films qu'on aime, la musique qu'on écoute. Puis là, je voyais qu'il était un fan de cinéma. Puis même encore, quand on se voit, on finit tout par parler de quelle série t'as écouté, quel livre t'as lu, as-tu vu telle affaire, Puis sans que ça soit chiant, puis intello, puis insupportable, là, toujours avec le côté cool, relax, tout ça. Fait que ça, je pense que oui, c'est beau de s'entendre artistiquement parlant, mais il faut que les deux créateurs aient le goût de jaser quand ils se voient, puis de prendre un verre, puis que ça soit le fun. Fait que je pense qu'on se rejoint sur notre façon de voir la création, mais aussi c'est quoi avoir du fun dans la vie, même si on n'est pas pareil sur tout, c'est sûr, mais que on peut sortir. Quand on se voit, on est content de savoir, on est content de jaser et de travailler. Les deux fonctionnent. Ça, ben, tout ça avec qui j'ai travaillé et j'ai eu du fun, Pod, c'est la même affaire, Eric, c'est la même affaire. J'ai besoin de ça. C'est stimulant. C'est bien, bien, bien stimulant. Même question, Jake? Où tu te rejoins créativement? Oui, je suis d'accord avec tout ce que Patrick vient de dire, mais ça m'a fait penser, par exemple, parce que je ne le mentionne jamais à chaque fois qu'on en parle. Puis c'est la fameuse projection des 7 jours du Talion. C'était, je pense, tu sais, la grande bibliothèque en face de Métro Mont-Royal. C'était pas d'un cinéma, là. Non. C'était pas dans un cinéma. C'était dans quelque chose qui ressemble à une maison de la culture ou je sais pas quoi, là. C'est ça. Tu sais, juste en face du Métro Mont-Royal, là, quand on sort du métro, là, c'est quoi qu'il y a devant, là? C'est la bibliothèque Mont-Royal. Oui, c'est ça. Je pense que c'était là. Exactement, je pense Puis, que en fait, c'était Francis Ouellet qui animait le question-réponse. Oui. Et c'est un peu à cause de lui parce que
lui, il savait que j'avais cette question-là, mais moi, j'ai eu ça, lever ma main d'une foule, puis là, j'étais comme... Voyons, mais j'étais là à cet événement-là, en plus. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. On est allé prendre une bière après, Laurent, c'est vrai, je m'en rappelle. Wow, j'ai assisté à ça, je ne savais même pas. Ouais. Ouais, puis c'est vraiment Francis, parce que à cause qu'il y avait de la projection de film, ben, il y avait quelqu'un qui s'occupait du projecteur. Puis... juste pendant qu'il posait des questions, à chaque fois que Patrick faisait référence à quelque chose, ben, le projectionniste, il allait chercher des images et tout. Oui, c'est ça. Mais quand j'ai posé ma question, Francis a tout de suite coupé, puis il a fait avant que vous répondez, M. Sénécal, je dois vous informer que Jake Dion, c'est le plus grand auteur de BD d'horreur du Québec. Puis, tu sais, là, il lançait les fleurs, puis là, il en mettait. Puis là, moi, j'avais full honte devant tout le monde. J'étais comme, ah, man, Francis, Steve, fuck you. Sauf qu'en même temps, le projectionniste est allé chercher des dessins, puis je pense que c'est la première fois que tu as vu mon travail. Tu sais, tu t'es comme viré de bord, puis je me rappelle, tu avais dit, ah, ça ressemble à mon imaginaire, ça. Tu sais, J'avais vu rapidement que, OK, ça se peut, là. C'est pas juste quelqu'un qui dit, moi, je fais des dessins, je fais des BD. Tu sais, il n'avait aucune idée. Là. Fait que merci encore, Francis, pour vrai. Là, c'est grâce un peu à tout. Tout ça s'est passé parce que peut-être que sans cette intervention-là, j'aurais fait. T'aurais fait les schtroumpfs. J'aurais fait les schtroumpfs. Ouais, c'est ça. Mais tu penses que tu serais pas venu me voir, Jake, s'il n'y avait pas eu ça? Peut-être, probablement, on ne le saura jamais, là, mais c'est ce moment-là qui a fait que tout a commencé à décliquer. T'sais. On doit libérer bientôt Patrick parce qu'à 19h, il y a quelque chose d'autre, mais je dois poser une question qui a été posée par Alain Lévesque sur notre Patreon. Il demande est-ce que vous avez une idée d'un éventuel projet? Là, je sais que la BD n'est même pas sortie encore, mais considérez-vous travailler sur autre chose ensemble, éventuellement? Vas-y, Jake, réponds à ça. Non, on commence à se faire poser la question pas mal. C'est à ton tour de. Je te lance la POC. On l'annonce, c'est nous autres qui font le premier adaptation de Les Schtroumpfs, mais version dark. Yes. C'est ça qu'on sort. Ça sort dans 6 mois. Non, on n'a rien. On n'a rien prévu. Silence of the Schtroumpf. Oui, avec le grand Schtroumpf, là. C'est ça. Eux autres, ils n'ont pas besoin de se mettre la poche cachée. Ils n'ont rien. Là. C'est ça. C'est ça, mais non, il n'y a rien sur la table. Moi, je suis en train de travailler sur mon prochain projet de BD que j'écris moi-même. Patrick, tu es en train de travailler sur un roman. Je pense que les deux, on est ouverts à l'idée. En même temps, on veut voir aussi comment que ça va fonctionner la BD d'Alice. Si tout le monde en redemande, ben là, on va prendre une bière ensemble et on va faire comme OK, qu'est-ce qu'on fait? Personnellement, moi, c'est le moment. Ouais, c'est ça. Vas-y. C'est ça, tu sais. Puis, présentement, c'est ça. C'est pas... on n'est pas là, puis... tant mieux, on va prendre des bières ensemble quand même. Pas parce que ça va l'été, là. C'est ça. C'est juste parce que... non, c'est ça. Le projet est fini là, puis on verra si le temps, l'idée... Il faut avoir l'idée aussi. Il ne faut pas non plus dire on refait quelque chose ensemble tout de suite maintenant parce qu'on a tellement eu de fun, mais il faut qu'il y ait le besoin, l'idée, le flash, là, puis on a nos projets personnels. Mais on n'est pas fermé à l'idée, mais il n'y a rien de prévu. C'est juste ça. Puis tu sais, moi, je serais juste curieux, par exemple, de te voir écrire, tu sais, au lieu de, mettons, réadapter un autre roman, de te voir écrire, genre, pour une BD, si tu irais dans d'autres zones ou tu... je sais pas. Dans d'autres zones, mais ça serait écrit différemment, parce que là, tu sais, c'est comme quand j'ai écrit des... Là, je suis en train d'écrire une série télé. J'ai écrit une série télé, puis que là, j'écrivais directement pour la télévision. Donc, tu penses à l'image tout de suite. Tu n'es plus dans la narration interne. Tu n'es plus dans le jeu. Tu n'es plus dans le... Tu sais, là, on mettait une voix off dans la BD, mais peut-être qu'il n'y en aurait plus besoin. Si j'écrivais directement en pensant que ça va être vu, tout va être vu, tout va être... C'est sûr que ça mènerait une autre façon de présenter cette histoire-là, c'est clair. Puis ça serait sûrement moins... Parce que c'est difficile d'adapter. C'est notre job d'adapter, alors que de partir directement avec une idée neuve, je pense que ça par la force des choses, ça serait différent. Ouais. Merci, Patrick, d'avoir été avec nous autres. Merci pour ton temps. Bonne chance pour la bande dessinée. Beaucoup de succès. Puis j'ai hâte de voir ce que tu vas sortir dans les prochaines années, avec ou sans Jake. Oui, puis moi puis Jake, ce qu'on a hâte, c'est de commencer les salons du livre avec ça. Ah oui, ça nous manque aussi. Là, ça va arriver un jour. Excellent. Mais merci beaucoup pour ton temps. On va te libérer, mais l'équipe va rester un petit moment. Oui. Un post-show. On va parler de toi.
OK, parlez dans mon dos. Salut tout le monde. Salut Jake. Salut, bye-bye. Ciao, ciao. Bye-bye. Fait que là, en tout cas, il était tellement... Ça c'était drôle, hein? C'est vrai qu'il sent, il y a une odeur. Hein? Il va peut-être écouter le podcast après, guys. Si on est tous chacun chez nous, il sent drôle. C'est ça. Puis, Jake, as-tu une question que tu voudrais te faire poser? Là? C'est rare que tu te fais interviewer au mystérieux. Là. Je sais pas, mais pour vrai, juste, tu sais, comme vous l'avez vu, là, tu sais, ça a été de même tout le long, là, tu sais, qu'on travaillait ensemble. Fait qu'il n'y a jamais eu de genre, ben là, moi, en tant qu'auteur, je pense que, tu sais, nanana, c'est un gars qui te fait... Qui te fait confiance, puis même qui te fait comme sentir important là, par moment. Là, puis même, je pense qu'il a fait une entrevue avec un autre média, je ne me rappelle pas c'est quoi. Mais encore là, il parlait de mes idées, puis tout. Puis je suis comme, OK, il est bon pour mettre les autres en valeur, puis tout. Fait que. Ouais, mais il a l'air d'apprécier aussi. Il a comme l'air pas intéressé à ce que juste comme tu aies adapté ses mots sans participer, comme ça ne l'intéresse pas. Il te voit comme un vrai collaborateur. Ouais, mais mettons, là, je ne sais pas si vous avez parlé de ça avant que j'arrive, là, mais c'est-tu toi qui es venu avec l'idée de que ça soit Alice, mettons, de toutes les adaptations? Là? Non. On en a parlé, c'est ça. Ouais, on en a parlé rapidement. C'est que dans le fond, c'est dans le fameux Q&A, j'ai demandé s'il y avait une BD à adapter. Et s'il y avait un roman à adapter en BD, ce serait lequel? Puis c'est lui qui avait répondu à Alice. Fait que là, je suis allé me l'acheter, je pense, genre, cette semaine-là. Mais c'est fou, Laurent, que t'étais là. Je m'en rappelle, t'étais là. Puis écoute, je me rappelle. Blesse Laurent. Écoute, moi, mon souvenir de cette soirée-là, c'est que, tu sais, je finis à 6 heures de travailler, c'était pas loin. Je me suis dit, j'ai jamais vu ce film-là, je vais y aller. Je me suis pogné un lunch en chemin pour manger pendant le film. Puis je me rappelle, pendant le film, j'étais comme assis tout seul, mais sûrement parce que je suis arrivé, puis c'était déjà commencé, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on n'était pas ensemble. Je me rappelle, je mangeais, puis j'étais comme, j'ai pas faim, ça me donne pas faim. Pas en tout ce film-là, tout tabarnak. J'avais comme une moitié de taille express, puis j'étais comme non. Non, il est rough, le Talion, ce film rough. Ouais, j'ai beaucoup aimé le roman et le livre, mais pour des raisons complètement différentes. Mais c'était pas un roman qui était facile à adapter au cinéma, mais je pense que Pod, c'était la meilleure personne pour pouvoir le faire. Moi, j'ai une histoire avec les 7 jours du Talion. Je l'ai pas lu, je l'ai pas vu, ça arrivera pas. J'ai de la misère avec le porn, j'ai de la misère quand il y a des enfants. Là. La misère avec le porn avec les enfants, je pense que bien du monde a de la misère avec le porn. Excusez, je voulais dire le torture porn! Je m'imagine les autres qui rajoutent. Ah, moi, j'ai aucune misère avec le porn et les enfants. Moi, ça va. Excusez, c'est tout le temps, hey, j'ai un favori. Là. Oh my God. Can we not? Je voulais dire le torture porn. J'ai de la misère avec ça et l'horreur. Oui. Mais une fois, je suis allée. Ben, je sais pas si c'était. Je suis allée dans un party avec Frank the Tank, chez Pods pour la fête de son amoureuse. Et quand tu rentres chez lui, il y a la planche avec du sang puis des straps. Des 7 jours du Talion, j'ai vu ça, mais c'est la première chose que tu vois, ça, puis c'est pris sur la cheminée, puis il a dit, ouais, je devrais, tu sais, c'est un petit appart, là, genre sur le plateau, puis il a dit, je devrais peut-être l'enlever, parce que des fois, je reçois des colis de UPS, puis le gars, il est dans l'entrée, puis il est comme, je vais-tu mourir? Oh il se tente. Je pense que je vais l'enlever, mais quelle belle décoration de salon. Ben oui, tu sais, ça fit à l'Halloween, mais mettons, en plein été, là, tu fais que, oh mon Dieu, je viens de pogner un tueur en série. C'est ça. Ça va être moi le next. C'est vraiment Sénécal, tu sais. Mettons, quelqu'un fait ça, t'es comme, tu sais pas, je suis qui? Es-tu content de l'entrevue, Jake, par contre? Est-ce que Mais ça, man. Puis, tu sais, pour vrai, je veux vous dire merci à tout le monde. Là. Pour moi, c'est comme un esti de beau cadeau, là, ça. Là. En plus, tu sais, vous êtes mes meilleurs amis. Puis, je trouve ça le fun qu'on soit capable d'en jaser, même si je suis votre ami, tu sais. Parce que ça aurait été facile de faire que, ben là, vu que c'est Jake, on veut pas. Puis, je trouve que l'entrevue était super bien posée. Vous n'êtes pas allé dans le circle jerk, là. Mais non plus, vous êtes... question, Jake, le fameux circle jerk. J'ai averti Marie-Lune, j'ai dit, attention, j'espère que tu aimes ça le sperme, parce qu'il y en a beaucoup dans cette bande dessinée-là. Oui. Ma réponse est non. Ça, c'est de la perception, hein, parce que pour toi, il y en a beaucoup. Pour moi, il y a une page sur 275. Oui, mais c'est la perception d'Alice est toute petite durant ces séquences-là. Moi, ce que je voulais dire, c'est que Ben, premièrement, excellent travail.
Merci. Excellent job. Ouais. Et je pense aussi, je comprends, Jake, que tu aurais pu avoir un malaise, que, tu sais, on a beaucoup d'amis qui ont plein de talents et que, tu sais, on veut les faire miroiter, puis tout ça, mais je pense que si on ne reconnaissait pas le talent de nos amis, on les encouragerait, mais ce ne serait pas pareil, ça ne viendrait pas de la même place. Puis je pense que c'est parce on t'a toutes vu travailler comme un débile pendant 2 ans de ta vie, 2 ans qu'on était proche de toi, puis qu'on est habitué que tu es assez libre et tu fais beaucoup ce que tu veux, même quand tu travailles fort, tu es libre de ton temps, tu fais beaucoup la fête, et là, on t'a vu travailler comme un fou, être concentré, être content de ton travail. Puis je pense qu'on est aussi surtout fucking fiers de toi. Oui, bravo, Jake. Ah, ben merci. Et en tant que meilleur ami, ça me touche. Merci. je vais avoir une question pour toi. Pour qui, là? Pour toi. Ah, La fameuse séquence d'orgie, là. Ouais. Ouais, là, je me suis fait plaisir. Oui, hein, c'est ça. Oui, je trouvais ça drôle. Je l'avais vu juste vite, puis là, je suis retombée dessus en gros, puis j'étais comme, ah, salut! Mais moi, on ne me reconnaît pas. Marie-Lou, on la reconnaît pas. Ben, on te reconnaît, Ben, parce que toi, tu te vois pas de 3/4 de dos, mais il y a tout le temps quelque chose qui dépasse de... C'est mon nez, c'est ça? C'est ça. Mais non, le pire, c'est que c'est fucké parce que tu sais, je t'exposais à beaucoup de BD violentes, de BD érotiques, de BD plein d'affaires. Puis quand c'était le temps de le dessiner, sans trop m'en rendre compte, je me rendais compte que j'étais quand même soft dans la vie. Puis j'étais comme, voyons, comment ça que je ne vais pas plus loin? Puis là, tu sais, je faisais des recherches, puis tu sais, juste Moebius a fait une BD érotique, puis tu sais, c'est étrange en tabarnak, puis je checkais des films, puis j'étais comme, OK, tu sais, mon esprit va pas là, tu sais, mon esprit va dans, genre, 2 personnes qui s'embrassent. Puis là, j'étais comme, OK, non, là, il faut que j'y aille trash, là, c'est le bout, là, tu sais. C'est juste du monde qui se french, ça marche pas, là, tu sais. Puis là, j'ai fait, bon, qu'est-ce que je pourrais faire de complètement tordu, de la faire la pire? Puis là, j'étais comme, Ben. Je me suis rappelé du rêve de Ben. J'étais comme, avec qui, Ben, ça serait la pire personne avec qui il pourrait fourrer et de quelle manière? Puis là, j'ai pensé à Marie-Lune. Mais là, tout de suite après, je me suis dit, c'est chiant pour Marie-Lune. Fait qu'il faut que j'y donne quelque chose. Puis là, j'ai pensé à... Il m'a donné Jason Momoa. Ah, c'est Jason Momoa qui est derrière. Oui, c'est Ben oui, beau puis quand tu cadeau. regardes comme il faut, il y a le costume de l'original Aquaman avec les petites bottes vertes et les petites écailles. J'ai pas remarqué ça. Mais Mais c'est que je suis pas un portraitiste. Hein. Fait que, tu sais, tout, c'était tough parce que ça, c'est le bout que j'ai le plus rushé. C'est les caméos. Tu sais, il y a du monde qui payait pour être dans BD. Ouais. Puis à chaque fois que j'ai dessiné, il fallait que je remplisse genre 4-5 pages de sketchbook de juste comme c'est pas. Parce que c'est pas ça que je suis pas bon là-dedans. C'est comme mon gros défaut. Là. À chaque fois, tu sais, vous le voyez quand je fais des caricatures, c'est rare que ça ressemble au monde. On le sait parce que c'est une joke, mais tu sais. J'ai reconnu pas mal tous nos amis, puis je pense que je le savais quand c'était les caméos parce que justement, ils sont plus définis travaillés. quand même. C'est ça. Moi aussi, je me suis dit, genre, je reconnais pas cette personne-là, mais est plus définie que les autres figurants. Fait qu'à guess que c'est quelqu'un, tu sais. Mais là, je peux pas les reconnaître, là, mais... Il y a Julien Bernatchez qui est dans la bande dessinée, qui vit au moment de toute sa vie, d'après moi. Il y a mais en fait, c'est Max, mais c'est le magicien pervers. Ouais. Quand le personnage parle, je l'entendais magicien pervers dans ma tête. C'était automatique. Il y avait Dom qui est là, exact. Dom Massy est là. Les Pic-Bois sont là. Doom, Gauthier. Oli. Chen est là. Oli Mel sont là. Olivier Bat. Axel est là. Moi, je suis là plusieurs fois. Je suis là chez Andromaque. Danseuse longtemps. Hein? Ouais. Puis je suis au bar aussi en train de me prendre une petite bière sur la terrasse. Ouais. Mais juste pour faire l'anecdote, parce que je pense pas que je l'ai raconté au mystérieux, mais c'est vraiment drôle. C'est que je voulais faire le caméo de justement, tu sais, c'est un personnage qui... c'est le premier client d'Alice en tant que prostituée, mettons. Fait que tu sais, j'étais comme... qui c'est que je dessine? Puis là, je pensais à un de mes chums, fait que j'écris, je fais que « je peux-tu te mettre dans ma BD? » tu sais. Puis juste avant qu'ils me disent oui, il y a comme eu « c'est quoi le personnage? » Puis là, je fais « ouais, c'est un genre de prédateur sexuel, là. » Puis là, mon chum m'a fait « man, pour vrai, tu
peux me mettre dans tes BD, mais prédateur sexuel, ça ne me tente pas. Là. Puis j'ai fait, ouais, oui, t'as raison, man, je comprends. T'as 100% raison, oublie ça. Fait que tout de suite après, j'écris à Max, je suis comme moi, je t'avais demandé pour être dans BD, mais je pense que je vais le laisser faire parce que finalement, le personnage n'est pas cool. T'sais. Puis là, Max me répond, comme, ben, c'est quoi le personnage? Je dis, ben, c'est un genre de prédateur sexuel. Là. Puis là, je vois juste sur Messenger les 3 petits points qu'il a haut. J'ai aucun problème avec ça. Là, je suis comme, Max! Mais là, en me disant, je vais pas mettre Max, je vais mettre le magicien pervers. Ça fit encore plus. C'est quoi son nom, magicien pervers? Danny Presto. Danny Presto, c'est ça. Fait que c'est Danny Presto, puis qui y a d'autres? Pour vrai, Chen est où? J'ai pas vu Chen. J'ai pas vu Chen dans la bande dessinée. Chénier, il est là. Il n'est pas là beaucoup, mais il y a un caméo en quelque part. Moi, je cherche tout le monde. Je joue. C'est comme un Où est Charlie? Oui, vraiment. Ouais. C'est comme dans les BD d'Axel, jouer à chercher Jake. Là. Ouais. Ouais. Mais il est super facile à trouver habituellement. Il y a un trait très distinctif. Mais c'est ça, hein, c'est que aussi, mes pages, là, je tiens la BD dans mes mains, mais les pages étaient à peine plus grosses que ça. C'est pour ça que, quand il y a des scènes de foule ou dans des bars, c'est pas super défini parce que dans le fond, c'était super petit ce que je dessinais. Là, Puis le pire, c'est que j'aime ça de même, là, je trouve ça correct, puis ça fit avec le projet, mais c'est pas comme un genre de. Je pense le dessinateur Jeff Darrow là, qui a fait un paquet de trucs avec Frank Miller, que genre tu peux zoomer sur une case puis voir des micro-détails dans le background, puis là, voir justement l'effet Où est Charlie. Là. C'est pas ça. Là. Est-ce que vous aviez parlé, toi, puis Patrick, de la séquence vers la fin où est-ce qu'elle rentre dans le bar de la Reine Rouge pour la première fois? Tout est saturé de rouge partout. Moi, je trouve que le contraste est vraiment beau. Là. Le reste du Wonderland montréalais est plutôt gris, puis fucked up, mais au moment où est-ce qu'elle rentre dans le bar, c'est saturé. Puis dans ma tête, avant même d'avoir vu le plancher puis l'hommage, je me suis dit, elle rentre dans Black Lodge. Puis comme de fait, le plancher... Le plancher est de même, c'est le plancher du Black Lodge dans Twin Peaks. Ça, c'est un truc que vous avez parlé ou c'est toi qui as proposé ça à Patrick? Ça, c'est moi qui ai fait ça pour Lorane. Parce que quand on avait fait une émission sur Twin Peaks pendant que Chénier animait, Lorane est arrivée avec sa robe du Black Lodge. Elle avait le pattern. Puis j'étais comme, c'est hot, faut que je plug ça quelque part, genre d'une BD. Puis finalement, quand j'ai parlé avec Patrick, j'étais comme, tu sais, il y a un élément quasiment David Lynch, hein, tu sais, dans le quartier, tout est un peu décalé. Puis il dit, oui, complètement, c'est voulu. Puis là, j'étais comme, mais tu sais, à la Twin Peaks un peu. Puis il est comme, ben l'affaire, c'est ça, c'est que je connais David Lynch, mais j'ai jamais vu Twin Peaks. J'étais comme, OK. Ouais. Mais là, au palais, j'étais comme les murs rouges avec le plancher du Black Lodge. Ça fit trop. Fait que c'était comme un wink que je voulais faire pour Lorane. Mais pour les fans de Twin Peaks aussi, mais dans mon cœur, c'était pour Lorane. Mais il y a beaucoup, tu sais, même si tu dis qu'on ne peut pas zoomer, moi, j'ai mis dans mes notes, il y a énormément de détails. Tu sais, quand tu vois la ville, pas juste les foules, quand tu vois la ville, les ponts, les ruelles, ben, il y a des graffitis d'Alice au Pays des Merveilles. Là, quand c'est écrit Mad Hatter puis Follow the White Rabbit, là, il y a du. Chris, t'as remarqué ça? Yes! Yes! J'ai remarqué que toutes les librairies de la ville ont tes livres en vitrine. Oui! Parce que à côté de Nietzsche, comme tu as dit. Nietzsche et Jake. Dans le quartier le plus dégueulasse de Montréal, moi, je suis le plus grand auteur là-bas. Là. Moi, je suis une vedette dans ce monde-là. Est-ce que Patrick est dedans? Parce que toi, tu es dedans, mais Patrick, est-ce qu'il est là en tant qu'auteur? Non, je ne l'ai pas mis, puis j'ai voulu, puis c'est pas parce que j'ai pas essayé. J'ai tellement essayé, mais Patrick a une face... Il est tough. Il n'y a pas comme un gros trait que tu fais que c'est Patrick Sénégal. Puis en plus, dans cette époque-là, dans ces 2 années-là, il n'arrêtait pas de changer de look. Fait que, tu sais, des fois, il y avait une grosse barbe, des fois, il y avait les cheveux longs, des fois, il y avait les cheveux courts, des fois, il n'y avait plus de barbe. Puis là, j'étais comme, OK, ouais. Puis là, je checkais ses photos de profil, puis j'étais comme, non, ça marche pas. Ça, il te l'a pas demandé. Non, puis j'ai essayé souvent, là, puis... Ben, tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnages que, mettons, on pense que c'est quelqu'un de random, mais dans le fond, c'est que moi j'ai essayé de dessiner quelqu'un, puis ça y ressemble pas, tu sais. Ça arrive. Personne ne va le savoir. Mais moi, je voulais au départ que ce soit le docteur qui coupe la jambe, là.
de verrue. Je voulais que ce soit Patrick. Ouais. Puis j'ai eu beau essayer, puis ça ne marchait pas partout. Je peux-tu te poser une question qui a été déposée sur notre Patreon, Jake? Mais comme ça va être ça. C'est un gars qui s'appelle. Ben non, ça c'est Discord. Il s'appelle. Ben, c'est pas son vrai nom, mais Poisson. Puis il demande si tu avais une autre œuvre adaptée de Patrick, ça serait laquelle? Tu sais, comme ça, là. Ouais. Ben ça, c'est drôle qu'on en parle parce que c'est une bonne question à la fin de l'entrevue, comme allez-vous faire de quoi d'autre? Moi, mon réflexe, c'est tout de suite de répondre Oniria. Parce que, encore une fois, c'est celui qui est le plus fucké visuellement. Ouais. Après ça, tu sais que je suis prêt à. Je suis bien open à plein d'autres suggestions. C'est juste que, tu sais, mettons, un drame psychologique réaliste, je suis comme. On dirait que c'est comme une opportunité manquée de faire ça en BD. Là. En BD, tu as le droit justement de faire des trips psychédéliques, des créatures, des whatever. Mais moi, c'est sûr que ce que j'aimerais le plus, c'est qu'ils écrivent une BD pour. Qu'ils écrivent une BD originale, dans le fond. Ça, moi, en fait, plus qu'une nouvelle adaptation, c'est ce que j'aimerais voir. Comme Michel Beaulieu, là. Parce que Michel Beaulieu, c'est ça qu'il me racontait, c'est que c'est un personnage récurrent dans ses romans, mais c'est un personnage aussi qui vieillit en temps réel. Fait qu'aujourd'hui, elle a comme 50 ans, là, tu sais. Je suis comme, ça serait cool. Une histoire, tu sais, un crime drama d'horreur psychologique avec un antagoniste féminin d'une 50aine d'années. Je sais pas. Ça me parle. Ouais. C'est un de ses personnages les plus intrigants parce que moi, je suis un lecteur de Patrick, puis de la manière que ses livres sont classés chez à lire, tu as les polars, puis tu as les histoires qui sont dans le fantastique. Puis tu l'as carrément sur la tranche, là, sur le dos. Comment tu appelles ça, Laurent? Le dos d'une bande dessinée, c'est la tranche? Le dos, OK. Tu as un logo dépendamment du style du livre. C'est que si c'est un polar, tu as un logo. Si c'est fantastique, c'est un autre type de logo. Puis elle apparaît autant dans le fantastique que dans les polars. Parce que dans 51-50 rue des Ormes, c'est la fille de l'antagoniste principal. Elle a un rôle important, mais ce n'est pas le personnage le plus important du livre. Mais elle se retrouve dans d'autres histoires, dont Alice. Puis je pense La Fin aussi, qui est un que je n'ai pas lu encore, mais qui traite un peu plus dans le paranormal, dans le fantastique. Fait que c'est un personnage qui traverse toutes les facettes de l'univers de l'imaginaire de Patrick. C'est la Reine Rouge. C'est la Reine Rouge. Ouais. OK. C'est un peu son espèce de Joker, parce que, tu sais, oui, dans 51-50, elle a c'est comme ses origines, mais, tu sais, elle est traitée tout le temps d'un angle un peu différent, puis dans 51-50, ce qui est brillant, c'est que, tu sais, son père, c'est un maniaque aussi, sauf que lui, il fait ça de foi religieuse, tu sais, il y a une cause, puis il pense qu'il est bon. Tandis que sa fille, elle suit des traces de son père, mais c'est clairement pour le fun. C'est pour son fun à elle. C'est pas pour, genre, régler les problèmes de l'humanité. Là. Il y a Thierry aussi, Thierry Dimitri, qui a écrit une question. Elle est assez intéressante. Je vais la dire au complet. Tu vas comprendre pourquoi je mets un avertissement. Considérant l'énorme succès de l'Agent Jean au Québec, donc Agent Jean et Alice, l'Agent Jean au Québec, est-ce que faire une version pour les jeunes serait envisageable? Puis là, il dit, avant de rire de ma question, pensez à Deadpool 2 qui a été adapté en version générale pour les jeunes au cinéma. Ouais. Pensez que c'est faisable? Moi, c'est drôle parce que j'ai jamais vraiment pensé à ça, mais je comprends la question, Dimitri. Mm-hmm. Je la catch, puis je le ferai comme mes pages de chapitre. Intertitre, oui. Puis, tu sais, un peu un look Betty Boop, années 20, cartoon, années 30, là, fait que je le raconterai comme ça. Fait que tout est là, parce que dans ces pages-là, tu sais, techniquement, il y a des affaires super trash. C'est juste que les canettes de bière, ils ont des petits sourires, puis le petit bobo, il dégage des petits cœurs, des petites têtes de mort. Mais tu sais, rendu là, ça pourrait se raconter de cette manière-là. En même temps, est-ce que ça n'existe pas déjà sous la forme de Alice au Pays des Merveilles, la version pour enfants? Ouais, I guess. Non, mais c'est plus pour enfants, tu sais. Mais là, ce serait Alice de Sénécal, mais pour kids, tu sais. T'allais dire, Marilyn, j'ai vu que ta main était levée. Excusez, c'est que peut-être que ça serait, tu sais, parce que tantôt, il a dit que Alice, ça payait avec les 16 ans. Puis je suis comme, ouh, c'est pas 18 ans et plus, mais je pense que c'est mon cœur de maman. Fait que, tu sais, pour enfants, je le verrais pas, mais peut-être, vu que c'est un coming of age
plus, enlever, puis je veux pas censurer non plus, mais enlever une couche de trash, un peu comme je pense à la et là encore, la dichotomie, tu peux écouter une émission pour ados genre Ramdam, puis là, il y a Watat, puis il y a Skins pour les gens qui l'ont écouté, où là, il y a de la drogue, il y a du sexe, il y a du... c'est un peu plus la vraie vie de quelqu'un qui est ado. En même temps, Alice, à sort du secondaire, est un petit peu plus vieille. Fait que, pour enfants, ça pourrait se faire, parce que les dessins étaient vraiment cute, les cartoons. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mais ça pourrait être un entre-deux plus, peut-être. Mais je pense à ça, par exemple, parce que j'écoute un podcast qui s'appelle The Kingcast, qui parle de tous les livres de Stephen King avec un invité à chaque fois. Puis il y a beaucoup de gens qui disent moi j'ai lu It quand j'avais 12 ans. J'ai commencé à lire du Stephen King à 11 ans. Puis ça, ce qui revient souvent, c'est que l'objet du livre, c'est différent comme un programme télé ou un film. Il y a quelque chose de très intime là-dedans, que tu le vis seul avec toi-même, mais aussi que ça te demande beaucoup de concentration. Puis tu vas y réfléchir à ce que tu es en train de lire. Puis ça, c'est con, mais je ne suis pas en train de dire que les jeunes de 10 ans devraient lire du gros trash dark, mais je le sais qu'il y a des jeunes de 13 ans qui sont plus matures que des personnes de 40 ans. Puis le livre donne cette espèce de fenêtre-là dans le monde adulte, mais tu sais, It, là, je veux dire, c'est des enfants, les protagonistes, les héros. Les kids se reconnaissent au bout là-dedans, mais ce qu'ils vivent, c'est épouvantable. Là. Puis je pense que pour un enfant, je veux pas mal m'exprimer. Je suis pas en train de dire que je le recommande, mais tous les invités au fameux podcast de Stephen King étaient comme, ça m'a traumatisé, mais en même temps, ça m'a marqué. C'est l'œuvre qui m'a le plus marqué, puis je le relis genre à tous les 5 ans, puis tout. Fait que, je pense que... Pourquoi je parle de ça, c'est que Alice, à chaque fois que j'en parle, tout le monde me dit, puis beaucoup de filles disent « Ah, j'ai lu ça quand j'avais 14 ans. » Puis je suis comme « Tabarnak, c'est rough. Là. Ah, j'ai lu ça quand j'avais 12 ans. » Mais il faut penser que souvent, les jeunes qui lisent, c'est des jeunes beaucoup plus matures. Puis aussi, c'est ça, c'est que le livre, je pense qu'il te met dans un cadre où c'est pas juste genre t'es exposé puis tu subis, c'est que tu réfléchis puis tu le sens plus. Puis tu participes aussi, tu sais, alors qu'un film, je veux dire, il se déroule quand même sans toi, mais c'est quand même ton imaginaire qui travaille, tu sais, t'as pas une image qui t'est imposée dans la face. Fait que, tu m'as posé une question, Jake, hier, quand je t'ai dit que j'avais terminé la bande dessinée, puis j'allais d'ailleurs t'la poser aujourd'hui, mais tu sais, bon, il y a tellement de questions, puis à un moment donné, on a un temps limité, mais tu m'as demandé combien de temps ça m'a pris pour la lire. Ouais. Parce que c'est quand même 2 ans de ta vie, puis quelqu'un peut prendre peut-être 1h30, 2 heures pour le lire. Moi, ça m'a pris plus de temps que ça parce que je suis un lecteur qui est très lent. Mais ça fait quoi? Parce que, tu sais, à partir du moment que c'est dans les mains des gens, ça ne t'appartient plus, cet aspect-là du processus. Ça, c'est l'affaire que j'ai eu le plus de mon médium, là. C'est frustrant. Tu travailles pour Turbo Kid, c'était le pire. Là. Tu travailles 6 mois sur une BD, puis le monde les 110 minutes. Puis tu fais que on aurait pu plus. oui, mais c'est après. C'est ce que ça nous apporte, l'émotion, comment est-ce que ça reste avec nous, comment ça nous fait réfléchir. Ça va plus loin, mais je comprends. Exact. Mais tu sais, je me sens parfois comme, mettons, un réalisateur qui fait un film, mais que quelqu'un l'écoute sur 1.5, là. La vitesse, c'est de même, des fois, je suis comme, man, prends le temps de checker chaque case. Puis le pire, c'est que je suis un lecteur de BD, puis moi, je lis la BD super rapide. T'sais. Mes yeux passent à travers la page, je lis les dialogues, puis je tourne à la page. Puis... Mais c'est les BD que j'achète, puis que je garde, oui, je vais les checker après, mais pendant que je la lis super rapidement. Fait que, je suis comme, je suis conscient que moi aussi, je fais ça. Là, fait que j'en veux pas au monde, mais. Là, j'étais comme content parce que je suis comme, peu importe, 275 pages, à un moment donné, tu peux pas lire ça en 10 minutes. Là. Ben, pour les besoins de la cause, je l'ai lu relativement rapidement, mais même si ça m'a pris 2h30, ce qui est quand même, je pense, une bonne lecture d'après-midi. C'était parfait hier, dimanche, en plus, il faisait gris, puis c'était l'Halloween. Tu sais, comme le mood d'Halloween commence à embarquer. Fait que... Mais vous autres, ça vous a pris combien de temps de la lire? Excuse-moi, Ben, je t'ai coupé. Non, mais va chier. Non, mais... Non, vas-y. Les bonnes vieilles habitudes. Non, vas-y. OK, vas-y. Non, j'ai pas de point à faire. Tu veux savoir...
Jake veut savoir combien de temps ça nous a pris à lire. La oui. Arrêtez de bouder. Dans vos chambres. Nice. Je ne sais pas combien de temps ça m'a pris, mais je l'ai lu à la dernière minute. Je l'ai lu hier soir parce que je n'étais toujours pas sûre si j'allais le faire. Je ne voulais pas me dépêcher, mais je voulais le lire après que Bastien soit couché parce que comme je dis à Ben, oui, ça n'aurait pas été grave qu'il voit mon écran, mais je voulais pas genre aller aux toilettes, revenir puis il est devant l'écran, les yeux ouverts. What the fuck is that? Surtout, il y a certaines pages que c'est comme. Ouais, c'est de la porn. C'est ça. Maman, il y a plein de pénis. Oui, c'est moi, c'est ça. Puis il te connaît aussi. Fait que tu sais, je voulais pas. En tout cas, fait que j'ai lu ça tard, puis je commençais à être fatiguée, mais je voulais pas run through it, je voulais pas le lire trop vite, je voulais regarder les images, je voulais regarder les types, je voulais par respect aussi, puis aussi par intérêt, parce que justement, puis je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de textes, et là, je me suis fait la joke dans ma tête, c'est pas autant que Blaise et Mortimer, mais mais tu sais, moi, je suis une lectrice rapide, tu sais, that's my thing, je lis vraiment vite, mais je lis les mots complets, je lis pas en diagonale, mais là, je voulais vraiment tout lire, parce que, tu sais, c'est la philosophie aussi, là, tous les mots étaient importants, l'histoire est importante, c'est pas juste un polar où est-ce que tu veux juste savoir qui a tué le meurtrier, mais je sais pas combien de temps ça m'a pris, mais ça m'a pris quand même assez de temps pour ce nombre de pages-là. OK. Toi, Laurent, tu l'as lu en plusieurs shots. Ouais, ben c'est ça. Moi, je me suis pas timé, mais je me suis pris d'avance justement parce que, tu sais, c'est dense, là, puis j'étais comme... tu sais, je suis content finalement d'avoir lu, tu sais, peut-être, là, je sais que j'ai commencé par les 3 premiers chapitres, puis j'étais comme, hey, c'est déjà intense, je vais laisser se reposer un peu. Je continuerai demain. Tu sais, je pense que tu sais, mais j'aime ça aussi, tu sais, c'est comme redécouvrir de ne pas binger des séries, là, de laisser ça sink in un peu, tu sais. Fait que, tu sais, je sais pas, écoute, si je compile, là, c'est peut-être 1h30, 2 heures, je sais pas. Je vais vite aussi, mais j'ai quand même bien pris le temps de checker tes dessins parce que, comme justement, du fait qu'on te connaît, il y a quand même beaucoup de Easter eggs. Là. Mais à partir de 1h30, 2 heures, je suis content. Je suis comme, c'est comme écouter un moyen-métrage, yes! Mais j'allais dire. C'est clair, là, je veux dire, il y a du stock, là. Ça peut pas être en bas de ça, là. J'allais dire que là, nous autres, on l'a lu numérique pour le besoin. En tout cas, pas Laurent, il y a une copie physique, là, mais moi, j'ai lu numérique pour le besoin de la cause, puis j'ai ma copie qui s'en vient aussi parce que je l'ai acheté à l'époque. Mais c'est sûr que je vais repasser au travers pour juste regarder les cases. Tu sais, je voulais pas faire mon têteux devant Patrick tout à l'heure, mais c'est vrai que je trouve que c'est comme ta pièce maîtresse, comme toutes tes influences sont dans cette bande dessinée-là. Ça veut dire que vous n'avez pas vu les pages s'ouvrir. Non, c'est ça. C'est nice. Moi, je trouvais que ça ressemblait à Mike Mignola. Beaucoup. Tabarnak. Méchant compliment. Mais moi, je pense que le meilleur compliment que ça peut être, oui, je vois l'influence Mike Mignola, mais c'est la BD la plus Jake que Jake a faite. Non, mais c'est comme tu peux pas. Tu regardes du Mobius, tu sais que c'est Mobius qui l'a fait. Tu regardes du Mignola, tu sais que c'est Mignola qui l'a fait. Tu regardes Alice, tu sais que c'est Jake qui l'a fait. Bon, d'accord. Merci. Je le prends en esti. Mais Marilyn, t'as-tu. Parce que là, tu sais, comme j'ai comme repensé après, puis j'étais comme tout le monde a son degré d'endurance, d'horreur. Puis là, je me rappelle, je t'avais comme dit non, mais c'est pas si pire que ça, c'est pas si pire que. C'est moins pire que The Crow. Non, mais c'est ça, ouais, mais c'est une vraie question. Est-ce que tu trouves que c'était rough? As-tu de la misère à le lire? Ou au contraire, t'as fait The Crow, c'était bien pire que ça? C'était plus difficile que The Crow, même si on voit moins. Puis The Crow, j'étais pas avisée. Je m'y attendais pas parce que dans le film, on voit pas. Puis là, tourne une page, on voit ouch, sans trigger warning. Mais tu sais, mettons, je donne un contexte. Là, si quelqu'un me connaît pas, j'aime pas l'horreur. J'aime pas le gore. J'aime beaucoup le true crime et le policier. Je suis très triggerée par tout ce qui est violence sexuelle. Il aurait fallu que je le lise en plusieurs partie aussi, si j'avais été aussi smart que Laurent, parce que c'était lourd quand même à porter, puis là, je commençais à être drainée un peu, mais je pense que... Puis tu m'avais un peu expliqué aussi comment est-ce que tu avais fait, comment est-ce que tu avais parlé à ta copine pour essayer de l'expliquer sans le montrer.
le bout où est-ce qu'elle fait une genre de dépersonnalisation, c'était malade parce que... ça, c'était vraiment très futé, si je peux dire, la manière que vous l'avez fait. Là. C'était brillant, c'était bien montré. Je pense que tu as fait une bonne job de pas montrer, justement, de pas faire de male gaze, de pas trop montrer l'horreur, de pas trop triggerer, mais en même temps, cette histoire-là, tu peux pas passer à côté. Tu sais, si quelqu'un, c'est trop difficile pour cette personne-là, oui, il y a de la violence sexuelle, il y a de la violence physique que tu vois. Puis la violence physique, on la voit, mais quand même très cartoony aussi. Et aussi le contexte, tu sais, dans le contexte que tu comprends que c'est vrai, mais en même temps, tout est déformé, tout est... tu sais, puis même si elle est super terre-à-terre, puis il y a d'autres mondes, puis elle est comme « What the fuck? Vous êtes des malades? Qu'est-ce qui se passe? » Fait que tu vois que c'est vrai, mais en même temps, tout se peut et se peut pas. Fait que c'est comme un peu imaginaire. Fait que ça enlève un peu du sérieux. C'est pas camper dans justement le tueur en série en ultra réaliste. Réel, c'est ça. Donc, on dirait que c'est moins pire parce que tout le monde est un peu un cartoon, une caricature. Il y a des choses qui se peuvent pas. Et tu comprends aussi, c'est Alice au Pays des Merveilles. Il y a des choses très subtiles, mais on le comprend beaucoup. Et fait que tu fais, bon, mais c'est un conte trash, fait que ça passe mieux. Fait que oui, c'était difficile, mais je pense que ça a quand même, vu les circonstances et vu l'histoire, ça passe bien, puis ça a bien été fait. Yes. Quand j'ai lu, moi, un des romans de Patrick qui m'a le plus marqué, c'est Le Vide. Parce que la philosophie sous-jacente au polar, c'est très nihiliste. Là. C'est très... Je ne rentrerai pas dans les détails du roman, là, mais moi, ça m'a beaucoup parlé à ce moment-là dans ma vie. Puis on était en 2012. Là, fait que, le nihiliste, tout le monde l'avait un peu dans les veines. Et j'ai fini le livre, et ce qui est particulier du roman de Patrick Le Vide, c'est que tu vois la fin arriver, tu la vois venir de loin, mais c'est pas ça, c'est pas important. Ça, c'est le discours qu'il y a par rapport à un peu de la manière que les gens sont, puis la petitesse, puis la consommation rapide d'une certaine culture médiocre. Puis j'avais aimé ce roman-là parce que je trouvais pas que ça faisait la morale en même temps. Mais ça dépeignait quelque chose qui est réel dans la culture populaire, qui est tout le temps viser le plus bas, le plus simple, un peu le plus niais puis niaiseux. J'avais fini ce roman-là, puis j'avais été carrément vidé. J'étais fatigué, j'étais « Oh my God », mais je n'étais pas déçu, je n'étais pas agressé par le roman. Puis ça m'a fait la même chose, mais ça, c'est de ma faute. En lisant d'une shot, j'étais arrivé à la fin d'Alice, puis comme Laurent l'a mentionné, j'aurais dû le lire en plusieurs parties, et j'étais drainé, mais drainé quand tu as mangé un gros repas. Mais si tu as mangé ton gros repas au complet, c'est parce que tu as aimé ça. Ouais. J'ai mangé au complet mon repas, mais à la fin, là, j'étais fatigué de glycémie. Là. J'étais en train de digérer l'œuvre. Puis, tu sais, il faut rappeler que c'est 275 pages. Ça. Même si c'est léger, ça reste... je dis pas qu'Alice est léger, mais je veux dire, peu importe le contenu, ça reste beaucoup de pages. Là, ouais. As-tu commencé à recevoir des critiques de la part des médias plus traditionnels? Une Journal de Montréal, là, c'est drôle. Cette semaine, je vais faire Radio X. Oh! Ah ouais. C'est ton cousin? Non, mais j'ai accepté de le faire parce que d'un, c'est mon cousin, puis son show, il est super bon. Je sais que Radio X est comme en controverse ces temps-ci, mais mon cousin a travaillé des années avec Moret. Puis, évidemment, vu que c'était le co-animateur, il était tout le temps associé à cet univers-là, puis à ces propos-là. Puis là, il s'est créé son propre show qui s'appelle Ouellette en direct. Puis, il fait des entrevues, puis pour vrai, tu sais, genre, lui, il a été roadie de Grimmskunk puis d'un paquet de bands pendant des années. Fait qu'il se sert de tous ces contacts-là pour parler de la scène musicale, puis en même temps, il fait comme des entrevues plus général avec des musiciens, puis pour vrai, enfin, je le reconnais là-dedans. Là, je suis comme, OK, c'était ça qu'il fallait qu'il fasse. Parce que, tu sais, je dis pas qu'il était pas bon avant, c'est juste que c'est des sujets où, mettons, nos valeurs se rejoignent moins des fois. Là. Fait que là, quand il a fait, man, j'aimerais ça t'inviter, puis tu sais, j'ai écouté ses shows, puis j'étais comme, OK, ouais, ça va être cool. Fait que je fais Radio X. Mais sinon, comme critique, j'ai eu le Journal de Québec, j'ai eu vous, j'ai eu Jean-Dominique Leduc. Jean-Dominique Leduc qui savait comment me parler. Parce que Jean-Dom, c'est probablement la personne qui connaît le plus la BD
genre dans le monde. Ouais. Donc, je niaise, mais c'est un gars qui a une culture incroyable. Fait que là, il était comme, il allait chercher des références que genre, le grand public ne va pas catcher ça, mais moi, je vais le catcher. Là. Puis là, j'étais comme, Mais là, tu as un lancement oui. justement chez Librairie Z qui. Ben oui, c'est ça. Dominique est un des copropriétaires. Là. Exactement, puis il faut vraiment qu'on en parle de ça. Puis d'ailleurs, ça me fait chier, j'ai oublié d'en parler tantôt avec Patrick. Ils se sont donnés, là. Hein. Ils ont fait un parcours à l'intérieur de leur boutique, c'est ça, comme un genre? Ouais, exact. C'est que là, ils ont créé, parce que pour qu'il y ait de la distanciation, eux, ce qu'ils voulaient pas, c'est qu'il y ait une file dehors full longue, super plate. Fait qu'ils ont comme créé une espèce de parcours maison hantée dans le backstore où les gens vont passer avant d'arriver à Patrick et moi pour qu'on signe la BD. Fait qu'il va déjà avoir comme une ambiance un peu spooky, puis ça fait très Halloween. Puis, tu sais, ça va au point de... Ils ont fait venir un mixologue. OK? Puis le gars, il a créé un drink basé Alice? sur la BD d'Alice. Moi, je bois pas de ça. Des glaçons de sperme, là. Il doit être rouge. Ah, mais non, c'est comme, c'est un drink, je pense qu'il y a un peu de rhum, mais il y a un truc, comment ça s'appelle, là? C'est comme un colorant rouge, là, pour que ça ait l'air rouge, puis il va te mettre un sous-verre qui est comme une carte à jouer, mais là, si t'as la reine rouge, t'as le droit à un deuxième drink, Mais bref, ce qui est incroyable, c'est Chris, ils ont tellement mis d'efforts et d'énergie là-dedans. Puis, c'est la pire période pour faire ça, mais en même temps, je suis comme, bravo de pas, à la place d'avoir fait comme, OK, fuck it, on fait pas de lancement, tu fais comme, man, ils ont pris toutes ces ressources-là, puis c'est ça, je pense que c'est Christian qui a travaillé en cinéma aussi, fait qu'il a amené plein de props, il m'a juste montré une tête décapitée, puis on dirait une vraie, là. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bref, ouais, ben c'est ça. C'est quand, là? C'est quelle date pour être sûr de pas oublier? C'est le 30 octobre. C'est de 5 à 10 heures. Donc, 17 heures, 10 heures. En tout cas. Des mathématiques. De 17 heures à 22 heures. À chaque fois, il faut que je compte. J'en fais plus 2, puis le moins. En tout cas. De 17 heures à 22 heures. Exactement. Puis, c'est ça. Venez, mais là, en même temps, je ne sais même pas combien de billets il reste parce qu'évidemment, il fallait... Non seulement il faut t'acheter ton billet, mais après que tu l'as acheté, ils vont te dire à quelle heure venir parce que tu ne peux pas te pointer là, tout le monde en même temps, puis attendre dehors. Là. Puis vous allez être protégés, j'espère. Là. Il va y avoir des trucs pour vous protéger. Oui, nous autres, on a un plexiglas, on a le Purel et tout. Puis ce qui est fou, c'est que, dans le fond, le billet, faites pas le saut si vous voulez en acheter un, c'est le prix de la BD. OK. Puis la BD est comme 50$, 49 et quelque chose. Fait que tu payes ça, mais c'est le prix de la BD. Puis nous, on l'a dans une boîte. Fait qu'on la sort, on la signe, puis on t'en donne. Fait que, tu sais, arrivez pas, payez-vous pas genre un billet si vous avez déjà la BD, tu sais, parce que ça n'a pas de sens. Fait que... On va vous revoir, là. Un jour. Oui, puis tu sais... c'est ça. Puis puis on va annoncer d'autres événements, dépendamment encore de ce qui est possible à faire. Là. Mais il y a un autre événement que ça va être pas mal cool aussi plus tard en novembre. Là, mais c'est ça. Ah, ils font une maudite bonne job. Je trouve que c'est très créatif de comment est-ce qu'ils réussissent à s'organiser pour que ça arrive quand même. Pas le choix, sinon on ne vivrait pas, Colin. C'est ça. C'est ça que je trouvais cool. C'est qu'ils ont essayé, malgré tout ce qui nous arrive, de genre au moins de faire de quoi d'un peu différent, puis de créer ça quelque chose de cool. Good job. Mais c'est ça. OK. Fait que là, moi, je m'étais préparé plein de notes. Fait que voulez-vous que je commence? Je commençais à lire la BD Jack Kirby. Je peux vous en parler. Je pense qu'on va arrêter ça là, Jake. Hey, on peut-tu faire la pause pipi au moins? Moi, je suis parti, là. Moi, je pense qu'on va arrêter ça là pour cette semaine. De toute façon, on a la semaine prochaine, le 26, notre spécial Halloween. Fait que ça va être Halloween. Ça sera pour l'Halloween. Yeah! C'est ça. J'ai bien hâte. La Halloween! Sinon, je veux remercier tout le monde qui a envoyé des questions, autant sur Discord que sur Patreon. Des très bonnes questions. Oui, pour vrai, c'était vraiment bonne. Super bon. Puis moi, tu sais, c'est sûr que je veux prendre un petit moment pour vous dire merci parce que
vous le savez, vous me connaissez intimement, il y a des hauts, des bas. Puis, depuis que j'ai commencé à travailler sur Alice, pour moi, c'était comme un espèce de. Puis, je le sais que pour les auditeurs de v'là full longtemps, à un moment donné, j'en parlais parce que le monde me demandait que j'allais faire après Turbo Kid. Puis, j'étais comme, peut-être. Non, je pense que c'était après Jardin Mécanique, en fait. J'étais comme, j'ai un projet que si ça marche, ça va être un game changer pour moi. Fait que merci de l'avoir lu puis d'avoir pris ce temps-là pour. Moi, je le vois comme un cadeau que vous me faites. Fait que merci bien gros pour ça. Puis, sorti début novembre. Donc, pour les gens, je sais que les gens sur le Discord des Mystérieux, il y a des gens qui l'avaient précommandé puis ont bien hâte de l'acheter. Il y a même du monde qui ne l'avait pas précommandé, qui se l'ont acheté ou commandé sur le site Les Libraires. Ou les librairies, c'est quoi le site, Laurent? Les libraires, oui. Les libraires. Donc, effectivement, en tout cas, chez Planète BD, on a une couple de commandes par là déjà. Pour ça, je m'excuse pour les gens qui suivent full ça puis qui ont checké la date de la sortie au début. Oui, ça a été reporté 2 fois. Puis pour vrai, on s'excuse pour ça, mais c'est hors de notre contrôle. C'est des problèmes d'impression. Fait que il n'y a rien. Ouais. C'est pas comme si on faisait comme, non, on va attendre un peu avant de le. Non, c'est vraiment. Aussitôt qu'on a les livres, on les envoie surtout aux gens qui ont contribué au Ulule. Dites-vous que c'est parce que le livre, il va être beau en tabarnak. C'est ça qu'on veut. Puis lisez-le lentement. Ouais. Je remercie... Savouré. Je vais remercier les gens de Front Froid de chez Alire et Marie-Claude de chez Front Froid qui nous a permis en fait de faire l'entrevue avec toi et Patrick. C'est eux autres qui ont fait les démarches. Merci à eux. Sans eux, c'est plus. Quand tu as un lien, justement, c'est plus facile. Puis on ne prend pas du tout ça pour acquis. Fait que merci beaucoup à tout le monde de ce côté-là. Marie-Claude, là, man, je peux pas la praiser assez. Ça n'a pas de bon sens, man. Premièrement, elle est super hot. Elle travaille fucking bien. Mais là, c'est comme tous les problèmes qui pouvaient arriver pour un livre sont arrivés. Puis elle a géré ça, là. Ben, exact, ça n'a pas de bon sens. Pour vrai, je pense genre constamment à elle. Je suis comme merci d'exister, merci d'être là. Sinon, je vais inviter les gens pour demain, mardi, le 20 octobre 2020, pour la soirée de Simon sur notre Discord. Il fait une soirée Simon demain, comme il faisait dans le temps au Douteux. Donc, ça s'appelle Les clips hallucinés, une soirée avec Chen. Donc, c'est des clips. J'en sais pas plus. J'ai demandé à un moment donné, moi, ça tenterait-tu de faire une soirée de clips comme dans le temps des Douteux? Puis Simon était super bon là-dedans. Il y a tout le temps une thématique qui revient, des clips, ça devient comme un leitmotiv. Puis sur Discord, c'est la plateforme parfaite pour faire ce genre de diffusion-là parce que tu n'as pas de contraintes au niveau des droits d'auteur puis d'algorithmes qui te bloquent constamment. Ça va être génial. C'est sur Discord. Moi, j'y ai parlé, là. Ouais, il s'est donné. Cette soirée-là, puis il m'a donné une coupe de pointers, puis moi, je vais être là, c'est sûr. Excellent. Donc, c'est mardi, le 20 octobre 2020, à 21h. Sinon, je veux vous rappeler que durant la semaine, on a d'autres événements sur notre Discord. Donc, mercredi, on a notre soirée du mercredi, des films. On a notre soirée aussi, pas notre soirée, mais le 22 sur Patreon, vous avez le bifurcation qui est sur Scream 4. Donc, on poursuit les Screams. Et samedi, on a la soirée du samedi. Donc, il y a eu des activités pratiquement tous les jours en octobre pour les auditeurs, les auditrices des Mystérieux Étonnants. Pour avoir accès au Discord, il faut être membre Patreon. Puis pour être membre Patreon, ben, c'est un café par mois. Là. Fait que c'est rien. Fait qu'on essaie de vous en donner beaucoup. Semaine prochaine, on a le spécial Halloween le 26. Sinon, le lendemain, le 27, on joue une game de Cthulhu. Tu participes encore, Jake, right? Le 27? Ouais. C'est le 27, on va jouer un jeu de rôle. Ça va être sur Facebook Live, en espérant que cette fois-ci, ça fonctionne. Sinon, ça sera disponible d'une autre manière par la suite. Puis après, ben, on a encore une fois une soirée du mercredi, bifurcation sur Wes Craven New Nightmare le 29 et notre soirée du samedi du 31 octobre. Ça me fait chier de manquer l'Halloween cette année. Là. Ça aurait été parfait avec les soirées de space. On a une soirée Donc, merci à tout le monde qui participe au Discord. C'est vraiment le fun. Oui, c'est le fun. Une belle communauté. Puis la semaine passée, on a fait vendredi le 16 une soirée avec Étienne Forêt où est-ce qu'on a écouté de la musique, comme dans le temps qu'on faisait des segments dans nos lives au brouhaha. Puis il a mélangé de ses meilleurs succès, dont Tortura. C'est pas mal du monde qui se donne des claques et qui ont bien du fun. Ouais.
C'est ça. Merci à tous ceux et celles. Si vous avez la chance de donner au Patreon des Mystérieux Étonnants, allez sur mystérieuxétonnants.com en haut à gauche, il y a un bouton faire un don. Cliquez là-dessus, ça vous amène vos Patreons. On n'a jamais eu autant de patrons en ce moment. Merci. Ça serait le fun d'arriver à 300 bientôt. C'est peu 300, mais c'est beaucoup pour nous autres. C'est beaucoup de choses. C'est ça, j'aimerais finir l'émission, mais je vois que Laurent s'est levé et a fermé son micro. Ouais, donc clairement, il y a eu une urgence. Je l'ai vu, genre, il a comme checké, puis il est parti super vite. Il commence à avoir le front qui pèle. Il est là. OK. Allume ton micro, Laurent, parce que tu l'as fermé en t'en allant. Bon, check ça. Je me suis dit que je n'étais pas capable de me retenir jusqu'à temps que tu passes à travers tout le calendrier d'octobre. Il y a trop d'affaires. Non, fuck up. OK, bon. Ben écoute, on va arrêter là-dessus, tout le monde. On se voit la semaine prochaine, le spécial d'Halloween. Mais c'est ça. Bye bye, faites attention à vous. OK, bye.